Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. A tout de suite avec mon invité. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Éric Léandri, le fondateur et CEO de Quant. Quant est un moteur de recherche qui respecte la vie privée et ne collecte pas les données personnelles. Avec le franc-parler qu'on connaît d'Éric, il nous explique son parcours, sa vision du respect de la vie privée et de la collecte de données et bien sûr la trajectoire qu'il veut donner à Quant pour devenir une sérieuse alternative à Google. Vous allez voir, son parcours est semé d'embûches, mais je vous laisse découvrir notre conversation plus en détail. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être accueilli dans les locaux de Quant, en compagnie d'Éric Léandri, son fondateur. Quant est un moteur de recherche qui respecte la vie privée et ne collecte pas les données personnelles. C'est très à la mode, mais Quant en a fait son cheval de bataille depuis 2013. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Quant ne laisse pas indifférent. Ton aventure a fait couler beaucoup d'encre, nous allons y revenir. Mais avant tout ça, Éric, je vais te demander de te présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis cofondateur et président de Quant. Quant, c'est un moteur de recherche qui respecte la vie privée. Et ce que je fais la plupart du temps, c'est tout simplement essayer de faire avancer cette idée le plus loin possible pour l'Europe. Tes études ? Je suis ingénieur. Enfin, normalement, je suis spécialiste de sécurité informatique. J'ai travaillé pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé pour des grands groupes, des multinationales, et puis aujourd'hui pour Quant. J'entends pas mal de choses. Quant, j'entends que ça vient de Rouen, que ça va aller à Nice. Là, on est à Paris. En réalité, Quant, on l'a démarré sur Nice, avec des ingénieurs que j'avais là-bas. Ensuite, nous sommes allés sur Paris. À Rouen, j'y ai mis la sécurité, parce qu'on a les meilleures écoles d'ingénieurs de sécurité. Donc, vous avez toujours des bureaux à sur Rouen, d'accord. Nous avons des bureaux de sécurité sur Rouen. C'est là où se trouvent les responsables sécurité et infrastructure de Quant. À Nice, nous avons des bureaux avec des ingénieurs qui font les trois quarts du moteur, donc les fronts et autres. À Ajaccio, nous avons mis Quant Music et aujourd'hui, on fait les verticaux sur la Corse. À Paris, nous avons de l'intelligence artificielle, nous avons les gens du marketing, de la communication et l'administration, la finance et la direction. À Francfort, nous avons nos bureaux pour l'Allemagne et à Milan, des bureaux pour l'Italie. Donc en fait, Quant, c'est dans tous ces coins-là, on ne déménage pas. D'accord. On a emménagé dans tous ces coins et nous sommes aussi à Épinal parce qu'on avait racheté Xylopix, donc on est aussi dans l'est de la France. Mais tu vas où tu peux trouver des ingénieurs de la tech. En fait, c'est exactement ça. À Nice, par exemple, nous sommes à Nice même. À Sofia ? Non, à Nice. Pourquoi ? Parce qu'en ayant des bureaux à Nice même, je récupère plein d'ingénieurs qui viennent à Sofia. Donc, c'est tous les ingénieurs qui vont à Sofia pour Amadeus, les grands groupes, Orange et autres. Plein de jeunes ingénieurs débarquent. Moi, quand je cherche des ingénieurs, nous étions une trentaine. On est passé à 160 personnes chez Quant, dont 70 ingénieurs qu'on a recrutés très très vite, que ce soit sur Nice pour les ingénieurs pour le moteur, que ce soit sur Paris sur l'IA, que ce soit à Rouen pour la Sécu, que ce soit même en Corse pour les verticaux. 2011, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Donc tu bosses où en 2010, 2011 ? 2010-2011, je bosse pour la sécurité toujours et on discute. En fait, on était en train de travailler avec un autre de mes cofondateurs sur un réseau social qu'on appelait Best of All Worlds. C'était la suite de Small World. Small World, c'était le premier réseau social. Voilà, il l'avait dédié à des gens plutôt fortunés. Et Best of All Worlds, ils avaient décidé de continuer à le dédier à des gens plutôt fortunés, alors que nous, on voulait l'ouvrir à tout le monde avec un réseau social basé sur la recherche online et amener des nouvelles idées. Bon, résultat, on s'entend pas avec la personne qui veut faire son réseau social pour personnes fortunées, et on se dit qu'on a les compétences pour aller faire autre chose. Et en fait, le autre chose, ce qui s'est passé, c'est que Larry Page est arrivé à la tête de Google en 2010, et son premier discours, c'est celui qui a fondé Quant, il a dit Google, c'est plus un moteur de recherche, c'est un univers. Et si tu appliques l'histoire de l'univers à ma petite fille, tu prends un gros paquet de bonbons, dedans tu as le gros paquet Google, le gros paquet Facebook, Twitter et compagnie. L'ensemble, c'est Internet. Internet, c'est interconnexion des networks, mais quand tu crées un univers, tu fermes le paquet Google, tu fermes le paquet Facebook, tu fermes le paquet Twitter, et en fait, ils créent leurs propres Internet. Et à partir de là, on s'est dit que nous, on allait faire un moteur de recherche qui donnait les résultats du web, des réseaux sociaux, de tout,
qui était absolument pas fermé, qui était totalement ouvert sur tous les univers. Et à l'époque, Google lance Google+ et n'indexe pas les réseaux sociaux. Donc on s'est dit qu'il y avait un petit chemin. Et en plus de ce petit chemin, Google se met à prendre toutes vos datas encore plus qu'avant. Et nous, on décide de baser tout ça sur l'article 12 des droits de l'homme, le droit à la vie privée. Donc droit à la vie privée, neutralité et l'ensemble du web tout en un sans avoir à aller ailleurs. C'est vachement précurseur parce qu'aujourd'hui c'est à la mode. Ouais. 2011, 2012, 2013, bon, la neutralité, le respect de la vie privée, c'était pas. Enfin, c'est quand même un peu presque Cambridge Analytica qui a vraiment déclenché un peu le truc, quoi. Alors pas dans notre cas parce que moi 2011, 2012, 2013, j'ai dépensé une grosse partie de l'argent qu'on a mis. Nous avons mis près de 3 millions d'euros pour commencer Quant. J'ai dépensé une grosse partie de l'argent qu'on a mis simplement pour aussi toute la partie obligation légale. En fait, déjà à l'époque, on avait écrit tout ce qu'on devait faire, quelles étaient nos obligations sur la conservation de la data, qu'est-ce qu'on pouvait ne pas garder, jusqu'où on pouvait aller, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour protéger au maximum nos utilisateurs. Tout ça, on l'a écrit déjà en 2011. En 2011-2012, c'était déjà dans notre travail de tous les jours. Comment faire un moteur de recherche qui vous donne des résultats globaux sans avoir besoin de prendre vos datas. Ce que je voudrais bien comprendre, c'est que 2011, 2010, 2012, 2013, comment était le marché du moteur de recherche ? Il y avait Google qui était sûrement déjà prédominant, mais tu avais quoi ? Tu avais encore quand même Lycos, il n'y avait plus personne. Non, Google avait 96% du marché, 97%, comme aujourd'hui. Non, beaucoup plus. Bon, 96-97% du marché, ils dominaient tout, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Le Microsoft commençait à peine à essayer de ressurgir. Les autres étaient à la rue, il n'y avait plus personne. Donc tu t'es dit, on va créer une alternative et on va faire quelque chose de mieux, la vie privée. On va le faire différemment. C'est vraiment une alternative, j'aime beaucoup le mot, parce que c'est exactement ça, et on va faire autre chose. C'est-à-dire, de toute façon, tous ceux qui ont fait du Google contre Google ont terminé à la rue. C'est pas très compliqué. Google, une question de moyens déjà. Ouais, il y a plus de puissance, il y a plus d'ingénieurs, il y a plus de serveurs, il y a plus de capacité, il y a plus sur tout et sur n'importe quoi. Donc si tu fais la même chose, laisse tomber. Ouais. Ça s'appelle Google. De toute façon, ça sera toujours mieux. Donc si c'est pareil, c'est pas la peine. Maintenant, si c'est sur d'autres valeurs, si c'est sur d'autres idées, si c'est sur la défense de la vie privée, mais aussi sur la capacité à voir l'ensemble du web en une fois, et si c'est neutre, alors c'est différent de Google. Google, c'est à cette époque qu'il commence à faire des bulles de filtre. C'est à cette époque où il vous donne des résultats en fonction de ce que vous aimez. C'est à cette époque où il veut absolument savoir tout ce que vous faites, tout ce que vous aimez, pour vous proposer soit la meilleure réponse, soit la meilleure pub surtout. Et c'est justement ce qu'on a décidé de ne pas choisir. Tu crées une alternative. Comment ça se monte en fait un moteur de recherche ? D'abord, c'est super compliqué parce qu'il y a deux problèmes avec les moteurs de recherche. Si vous faites du shopping, si vous faites des boîtes classiques, vous pouvez trouver des tas de boîtes open source ou des produits qui vous permettent de commencer à créer votre activité. Moteur de recherche, c'est pas sur étagère. Vous pouvez pas avoir les technologies de Google. En gros, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, j'avais les technologies de Google de 99 à 2002. Donc on était à la rue sur Internet. 15 ans de retard sur Internet, c'est beaucoup, beaucoup de retard. Mais on avait une idée qui consistait à dire comprendre comment le moteur de recherche pouvait indexer des milliards de pages par jour. Parce que la différence entre Google et les autres, pour faire simple, 2013, quand on lance Quant, on faisait 5 millions de pages indexées par jour. C'est-à-dire, depuis le début de Quant, nous indexons et nous crawlons le web. Mais le web, c'est 1 milliard 100 millions de sites. Des sites comme Facebook, c'est des milliards de pages. Ben oui. Donc, vous multipliez 1 milliard 100 millions de sites par des dizaines de pages ou des milliards de pages, vous obtenez la taille du web. Donc, quand on faisait 5 millions de pages indexées par jour, on ne faisait pas grand-chose. Mais ce qu'on faisait, c'est essayer de comprendre comment on devait prendre des pages, les comprendre, les analyser, les intégrer et les indexer. Ça, c'était le démarrage. Puis 40 millions de pages. Puis 150 millions de pages en 2015. Puis 170, 200 millions de pages en 2016. Puis on a cassé toute notre infrastructure. Il a fallu tout refaire. 2017, on monte à 250 millions de pages. C'est bien, hein ? Mais la France, c'est 4 milliards de pages. Donc en 2017, à fond, il me fallait 20 jours pour faire la France. Ouais, ce qu'il faut également expliquer, c'est que 1 milliard, 100 milliards, c'est que tu vas pas sur le site, tu dis « Ah, c'est bon, j'y retourne plus ». C'est qu'il faut y retourner tous les jours pour pouvoir voir les évolutions des sites. Alors, tous les jours, mais quand c'est les news, par exemple, l'actualité, ça peut être toutes les minutes, toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures, parce que les news évoluent maintenant, ça n'arrête pas, donc ça dépend des sites, ça dépend de ce qui s'y passe. Si c'est des vidéos ou si c'est Facebook, il faut y retourner très souvent. Et donc,
Aujourd'hui, ça doit être très interactif. Donc c'est un vrai boulot de titan et ça nécessite d'avoir des technologies qui vous permettent d'aller chercher plus d'1 milliard de pages ou 2 milliards de pages par jour. Là, vous rentrez dans la catégorie des vrais moteurs de recherche mondiaux. Quand tu vas indexer une page, ensuite, elle est indexée, elle est inscrite, et tu dois avoir un cycle pour y retourner. Comment ça se calcule, ça? Parce que, en fait, c'est exponentiel. C'est de plus en plus long et de plus en plus important. Donc, il te faut des serveurs de plus en plus gros pour pouvoir aller de plus en plus vite. Alors, d'abord, il faut trouver comment se balader de page en page, savoir si elle a changé ou pas, comprendre et analyser ce qui a changé, récupérer seulement ce qui a changé et ramener tout ça à l'intérieur de l'index. Parce qu'en fait, ça, c'est les crawlers. Tu peux pas. C'est la page qui te ping ou c'est toi qui vas pinguer la page? Il y a les deux, mais là, aujourd'hui, comme on n'est pas Google, c'est plus nous qui allons chercher les pages de lien en lien. En fait, l'Internet, c'est des liens. Donc, tu fais une page, cette page a un lien, tu vas voir ce lien, tu vas ensuite les liens de la page et ainsi de suite. C'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, pensez-le comme ça. Tu vas traverser le graphe, ça s'appelle un graphe, tout ce bel univers. Tu vas le traverser le plus vite possible, le mieux possible. Et une fois que tu l'as traversé, tu as ramené tout ça, tu les as compris. Et quand on parle de rajouter des nouveautés, tu le mets dans un index. Alors avant, c'était très sémantique. On essayait de comprendre les mots, on essayait de comprendre des phrases. Maintenant, c'est très intelligence artificielle. Donc, on ramène tout ça et on le met dans des espaces mathématiques qui te permettent de savoir. En gros, tu vas avoir des vecteurs et les mots-clés que tu vas aller chercher vont venir se rapprocher de ces zones. Et donc, toutes les pages qui sont les plus proches de ces zones vont être celles qui vont remonter les premières. En gros, en passant à l'intelligence artificielle, on a enfin compris comment Google faisait en 2016-2017 pour crawler des milliards de pages. Et le site qui bouge pas, tu te dis, bon, j'y vais. L'avantage, c'est quand il ne bouge pas, quand on arrive, on peut calculer qu'il n'a pas bougé et on passe à un autre. Donc, c'est un système de comparaison systématique. Il y a plein de choses. Il y a vraiment... Bon. C'est les crawlers qui sont open source chez nous, donc tu peux voir tout le code de nos crawlers. Les crawlers qu'on a, tu peux l'installer sur ton portable et il ira crawler le web en centaines de millions de pages, même avec ton ordinateur normal. Sauf que derrière, on fait des tonnes de calculs et là, il faut des dizaines de millions d'euros d'infrastructure. On va y revenir. Tu es donc ingénieur, tu as cette idée. Comment on crée un moteur de recherche? Comment on passe de l'idée à l'acte? Tu développes déjà ou c'est toi, c'est quelqu'un? Alors, comment on passe de l'idée à l'acte? Première chose, c'est... Comme j'ai fait de l'informatique un peu toute ma vie, moi je sais un truc, c'est que l'informatique c'est pas de la magie. Il faut juste comprendre comment les mecs ont fait quelque chose pour le reproduire. Sauf que on n'a pas les moyens de Google, on n'a pas la puissance de Google, on ne sait pas le faire comme Google. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser énormément d'open source chez Quant. On va déposer les brevets, on va réfléchir à comment prendre de l'open source. En gros, l'open source, il y a énormément de choses. La big data, tous ces mots-clés que l'on a vus depuis des années. Ça veut simplement dire que des tas de gens ont créé des logiciels très puissants en open source, capables aujourd'hui de récupérer des énormes quantités de data, aller crawler le web, aller indexer le web. Le problème, c'est que ces logiciels ne sont pas faits pour faire un petit Google ou un grand Google. Ils sont faits pour faire certaines choses. Et il faut les comprendre, les analyser et les monter comme un Lego pour transformer ça en moteur de recherche. Et il faut rajouter du logiciel afin que tout ça se transforme en moteur de recherche. Alors, la question, est-ce que je programme? Oui, je programmais. Je programme plus trop, mais je peux toujours lire du code. Est-ce que les gens que j'ai choisis sont meilleurs que moi? Oui, heureusement, parce que c'était l'idée globale. Et donc, tous ces gens qui sont venus se rajouter, ce sont les stars de Quant qui ont monté ce moteur au fil et à mesure des années. Et c'est pour ça que de temps en temps, je m'énerve des fois très fort quand on critique beaucoup Quant. Quand je vois le travail de fou de ces ingénieurs, quand je vois le niveau de talent de ces gens, quand je vois qu'ils viennent se battre, pourquoi? Parce que ça respecte la vie privée, ça vous respecte, ça respecte les Européens, ça respecte les citoyens, je suis pas content. Je suis pas content. J'essaie de le dire à tous les autres. Ce sont des vrais ingénieurs, venez les voir. Moi, je reconnais que j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a tant de polémiques, alors que le projet est noble. C'est comme si on te dit demain, je m'insurge contre le bio ou contre des choses comme ça. C'est pas, on fait ce qu'on veut déjà. Déjà, on fait ce qu'on veut. Alors, il n'est pas imposé. Ni Google, ni toi d'ailleurs, vous n'êtes pas imposé. Oui, alors dans notre cas, on fait ce qu'on veut, ça c'est sûr. Désinstaller Quant. Mais moi, si j'ai envie d'utiliser Quant ou Google ou peu importe, je fais ce que je veux. Alors, désinstaller Quant, ça c'est vrai, c'est facile. Oui. Google, j'ai quand même dû les faire condamner à 4,2 milliards d'euros avec la Commission européenne sous Android pour avoir que tu aies le droit d'installer Quant dans Chrome, par exemple, sur ton téléphone. Et si aujourd'hui on a le droit d'installer Quant plus facilement sur un téléphone ou si demain on aura le droit au choix,
c'est parce qu'ils ont été condamnés pour abus de position dominante. Donc, c'était pas si simple au début. Hein. Justement, c'est intéressant. Bon, on n'a pas terminé mais on y reviendra sur les débuts. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je me souviens très bien de la polémique Internet Explorer ou après sur Windows 80 ou Windows 97 ou 98, pardon. Et il y avait, on avait le choix Opera, Chrome, etc. Moi, je suis Apple, je suis iPhone. Quand tu prends le cas d'un iPhone, quand tu vas dans Safari, tu choisis l'option. Est-ce que c'est parce que Google paye 5 milliards 12 cette année. 12, d'accord. Mais est-ce que DuckDuckGo, par exemple, il paye aussi des milliards ? Pourquoi vous n'y êtes pas ? Et pourquoi est-ce que l'État ne vous aide pas ? Alors, premièrement, Apple, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas en position dominante sur le marché. Apple, c'est le club privé versus la boîte de nuit. La boîte de nuit ne doit pas discriminer à l'entrée. Le club privé, on est membre, on n'est pas membre. Voilà, c'est Apple. Donc, Apple, il faut payer pour entrer. Est-ce que DuckDuckGo paye ? À première vue, ils ont pas mal d'accords avec Apple puisque la map de DuckDuckGo, c'est celle d'Apple. Ouais. Est-ce que DuckDuckGo paye ? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que Google paye, que les autres payent sûrement, et que dans les autres, DuckDuckGo est basé sur les datas de Yahoo, qui sont elles-mêmes basées sur les datas de Microsoft, et Bing, Yahoo et DuckDuckGo sont dans Apple. Donc, il faudra demander à Apple. Je connais pas leurs chiffres. Ouais. Ce que moi je sais, c'est que moi je peux pas y être parce que je suis européen. Et que ce que demande Apple, c'est que je sois plus américain. Tu les as rencontrés, Apple ? Oui. Tu leur as dit non ? La réponse, c'est celle que je viens de te faire. Bon. On parle de Quant, on parle beaucoup de Google, forcément, c'est le dominant. J'ai cru comprendre, en discutant avec tes collaborateurs, que finalement, tu as de l'admiration quand même, parce que tu dis Google, ça marche très bien. mais le problème, c'est la vie privée. Mais le logiciel pur marche très bien. Alors, je vais être encore... Plus clair que ça, je ne l'ai jamais dit avant et je vais le redire. Google, jusqu'à 2009, mais c'était génial. Et même, je dirais, jusqu'à 2006, c'était juste génial. Le principe même de Google, ça a été de classer le web, de le classer mieux que n'importe qui au monde, de le faire proprement. Et jusqu'à 2005-2006, ils ne prenaient même pas vos données. Donc, Quant d'aujourd'hui ressemble beaucoup à ce qu'était Google de 97 à 2004-2005. D'ailleurs, pour aller jusqu'au bout de la petite histoire, l'une des personnes à qui j'ai pitché Quant très très tôt, il s'appelle Omid Koderstani. Omid Koderstani, c'est l'employé numéro 3 de Google. C'est le monsieur qui a inventé AdWords, le business model de Google qui ne nécessitait pas de savoir si on était grand, gros, petit, noir, blanc, gay, hétéro, musulman, chrétien, athée. On s'en fiche éperdument dans AdWords. On tape iPhone, on cherche un iPhone, on affiche des liens pour aller dans des sites marchands pour iPhone. On y va. Et on touchait de l'argent. C'est le principe du moteur de recherche. Quand Google ne faisait que ça, il faisait 40 milliards de chiffre d'affaires, il valait 100 milliards à la bourse. Tout bête. Et bien aujourd'hui, si on regarde les choses simplement, on s'aperçoit que depuis que Google prend toutes vos datas et depuis que Google a décidé de ne plus être la Suisse de l'Internet, Google n'est plus le Google de ses débuts. Et donc, si j'ai de l'admiration pour ce qu'ils ont fait, mais c'est génial. Si j'ai de l'admiration pour la capacité de crawl et d'indexation que Google a pu avoir pendant des années, oui. Si j'ai un gros problème sur ce qu'ils sont devenus, oui aussi. Et pourquoi je demande le droit à l'alternative et pourquoi on a créé Quant ? Parce que je pense que des gens ont le droit, comme le bio à l'époque, de choisir tout bêtement de manger autrement, différemment que ce qu'on a voulu nous mettre sur la table pendant des années. Et aujourd'hui, je pense que les gens ont le droit à la vie privée. C'est l'article 12 des droits de l'homme. Ça s'applique à Internet et aux sociétés depuis 2010-2011. Je pense qu'on a le droit à l'alternative. Et je pense que l'alternative au fait de tout prendre sur tout le monde, de tout savoir sur tout le monde dans le cadre du moteur de recherche, c'est juste quelque chose de fondamental qu'il faudra pousser jusqu'au bout. Est-ce que tu penses que Quant peut devenir un fleuron de l'économie ? Est-ce que déjà moi je vais te dire ce que je pense sur l'Europe. J'aimerais 100 boîtes à 1 milliard qui travaillent ensemble plutôt qu'une boîte à 100 milliards. Ça c'est sûr. Mais c'est comme ça que je vois l'Europe. Donc si Quant peut arriver avec des gens très bons à valoir 1 milliard et à impacter l'économie de tous les jours de 10% de nos concitoyens, mais je trouve que ça sera parfait et génial. Parce que simplement 10% des gens, et puis 15, et puis 2, et puis 3% pourront choisir d'aller sur Internet librement comme avant. C'est pas non plus la fin du monde, là, ce qu'on vient de dire. 2, avec tout cet index, avec toute cette puissance de données, on peut la distribuer avec tout un tas de partenaires et créer un écosystème avec des valeurs différentes. On a le droit d'avoir des valeurs différentes.
Ou alors est-ce que one fits all? Alors quel one d'ailleurs? Les Chinois ou les Américains? C'est quel one qu'on doit choisir? Donc à partir de demain, ou les Russes, quel one? Donc pourquoi pas le nôtre? Pourquoi pas nos histoires? Donc est-ce que Quant peut impacter sur l'économie? Oui. Est-ce qu'il le fait déjà? Sûrement. Est-ce qu'il a un impact qui est seulement sur de l'argent et sur sa capacité à faire de l'argent? Pas forcément. Mais est-ce que l'impact des nouvelles sociétés doit être que l'argent? Si c'est que ça, alors nos amis américains ou chinois... Quand je te parle de fleuron, le fleuron, c'est pas, le Rafale, c'est le fleuron, et c'était pas un truc qui ramène de l'argent. Alors, la grosse différence avec le Rafale, enfin j'espère, et le Rafale, je dis pas que ce n'est pas important, je dis juste, la grosse différence, c'est que je pense qu'on a un impact sociétal. Je pense qu'on a un impact sur la façon de penser le monde, et je pense qu'on a aussi un impact sur la façon dont on crée des entreprises à sens et à responsabilité. Je te dis ça parce que quand je prépare l'interview et que je vois, par exemple, tu passes à BFM et que je vois, par exemple, il y a écrit Eric Landry, CEO de Quant, le Google à la française, c'est réducteur quand même. Alors en fait, c'est comme si on disait le Pepsi, c'est le concurrent du Coca ou Quick, le McDo à la française, quoi. Ouais. Alors je pense que c'est le plus facile pour le mettre à l'écran. La seule chose qui est dommage, c'est qu'en réalité, on n'est pas Google. On a notre propre marché, le marché du moteur de recherche qui vous respecte. Donc c'est encore autre chose. Le truc à comprendre, c'est que pour moi, et c'est le problème depuis le début, tout le monde aime les raccourcis. Le raccourci, c'est plus facile que la discussion qu'on a. Le raccourci, c'est plus facile que mes réponses. Le raccourci, ça crée de la polémique. La polémique crée l'audience. L'audience crée les repolémiques, et ainsi de suite. Le truc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un moteur de recherche. Est-ce que Google est toujours un moteur de recherche? Non, c'est un univers. Alphabet, c'est le nouveau Google. C'est l'ensemble de ce que peut faire Google. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Un moteur de recherche. Moteur de recherche qui respecte la vie privée, c'est pas Google déjà. Quoi qu'on vous raconte, le fait de respecter la vie privée, c'est pas Google. La deuxième chose, à partir du moment où on le fait avec d'autres valeurs et qu'on essaie de tout vous ouvrir, c'est encore plus le même service. Mais ça, tu l'écris comment sous mon nom? Oui. Donc résultat, je pense qu'on a deux problèmes chez Quant, puisqu'on parle de la polémique, on va aller au bout. Je pense que tout le monde confond Quant et moi. Et ça, c'est ce qui me pose problème aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est de ça que je veux sortir. Quant, c'est pas moi, et moi, c'est pas Quant. Donc, résultat de la petite histoire, ça veut simplement dire que j'ai poussé l'idée, le concept et le truc jusqu'au bout, avec des valeurs et des choses qui aujourd'hui, je l'espère, me dépassent largement et doivent dépasser le côté fatigant que je peux avoir moi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on arrête l'amalgame entre ma façon de répondre, ma façon d'être, ma façon parfois très agressive de dire les choses. Agressive parce que je le fais avec entrain et que j'ai envie de le faire. Ma passion, si tu veux, ça me va bien quand on est du Sud, mais pas toujours la même compréhension ici. Le truc, c'est Quant lui-même, c'est pas moi. Donc mes défauts à moi, c'est pas forcément ceux du produit. Donc le produit a des défauts, ça j'en conviens, mais le produit n'a pas comme défaut de vouloir prendre vos données. Le produit n'a pas comme défaut d'être potentiellement complètement différent de ce qu'il a l'air d'être. Je rappelle que je suis corse, donc ça crée une grosse polémique. Quant, c'est pas corse. Ce n'est qu'un produit technologique sur le web, avec des valeurs et un sens. Et c'est ce produit-là qui doit faire sa vie et qui aura un vrai impact. Qui respecte la vie privée. Avant, il y a un moteur. Donc parlons du moteur lui-même. D'abord, pourquoi Quant? Le nom? Quant, ça vient des QANT. Les quants sont les gens qui font des matrices sur les salles de marché, qui font les calculs matriciels sur les salles de marché, les mathématiciens qui s'occupent de ça. Et en fait, Quant, le fait d'avoir des colonnes, les premières versions de Quant avaient même 5 colonnes, et ces colonnes interagissaient entre elles. C'est toujours le cas, mais c'est des calculs matriciels, des calculs d'intelligence artificielle aussi sur des grosses quantités de données. Et ce sont ces calculs-là qu'on a mis à l'écran. Et donc, résultat de l'histoire, d'où le mot quant, ça vient aussi de quantique, d'où les couleurs de Quant, c'est pas les 4 couleurs primaires, c'est la diffraction de la lumière. Tu avais hésité sur un nom? Non.
Direct. La seule chose, c'est QANT, ça vaut 5 millions de dollars si on avait dû l'acheter. Je crois que c'était 3 millions d'euros qu'on nous demandait, alors que le Quant QWNT, c'était 3 000 euros. Je crois que c'est pour ça qu'il y a un W, mais pour le reste, non, j'avais pas hésité. C'est une bonne économie pour le W. Ouais, et puis c'est plus sympa, ça change. Ouais, bien sûr. Alors après, on nous a dit, c'est pas français, c'est pas machin. Mais en fait, c'est pas plus anglais que c'est français. Ça veut rien dire en anglais, quoi. Pour ceux qui connaissent pas, indépendamment encore une fois de la vie privée, est-ce que tu peux dire que ça fonctionne bien au niveau de la... Parce que les gens vont parce que c'est installé, évidemment, on en a parlé, mais je cherche un restaurant, je cherche quelque chose. Il y a plusieurs modules, on va voir la musique, on va voir le map, on va voir Junior, tout ça. Mais est-ce que quand je vais faire une requête, pour rassurer ceux qui ont envie d'y adhérer, ou d'installer plutôt, est-ce que ça marche aussi bien que Bing, que Google, que n'importe qui? Ouais. En 2013, on va dire, quand on a commencé, moi j'étais un peu obligé d'y être, mais je peux comprendre qu'il y ait eu pas tant de monde. Et puis depuis, ça marche de mieux en mieux. Et aujourd'hui, ça marche de plus en plus, on va dire en tout cas pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie. Si vous êtes européen, Quant, c'est plutôt un bon moteur. Et vous trouverez 90%, 95% que vous allez chercher. Le problème, c'est qu'à un moment, au début, vous allez vous dire « Ah mince, je trouve pas ou je trouve pas vraiment ». Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, et depuis le début de l'année, ce qu'on a prouvé, c'est que sur 40 boîtes du CAC 40, on en a basculé 16. On a fait Safran, on a fait Thales, donc des boîtes de la Sécu, ça c'était presque le plus facile. Mais on a fait aussi des banques, on a fait les assureurs, on a fait de grandes sociétés, on est en train de switcher maintenant des gens dans le luxe, dans le cosmétique, dans tout un tas de business qui sont très différents les uns des autres. On a fait 11 régions sur 13, 11 académies sur 17 pour Quant Junior. Les gens switchent et les statistiques que l'on fait en faisant des sondages, 80% le conserve et 70% le recommande. Donc, on ne perd que 20% des gens. Les 80% autres, ils cherchent quand même sur Internet, ils trouvent des choses. 20% retournent sur Google ou ailleurs. Je te dis ça parce que tu fais une requête sur Google, tu trouves pas ce que tu cherches, tu vas pas dire, tu vas dire il y a pas. Alors que sur Quant, tu vas dire ça marche pas, il y a pas. C'est ça. Et voilà. Donc au début, le plus gros problème, c'est ça. C'est-à-dire, tu vas te dire, ouais, mais est-ce que chez Google, il n'y a pas mieux? Et donc, tu vas retourner chez Google et voilà. Alors, juste. De temps en temps, en fonction de ton profil de chercheur, de recherche sur Internet, par exemple sur le code source au début, sur les codes informatiques, on était mauvais. Un autre cas d'école, les JO. Le JO. Sur la recherche JO, moi, je pense Jeux Olympiques. Depuis qu'on est rentré en administration, je viens d'apprendre que c'était Journal Officiel, en fait, qu'ils espéraient trouver en premier. Ah ouais. Et voilà, les JO, c'est les journaux officiels de l'administration. Tous les matins, ça commence par regarder le JO parce que si le journal officiel annonce que vous êtes muté, vous allez l'apprendre dans le journal officiel. Ou qui est muté et quoi et où. Donc les JO ou JO sur du grand public ou dans l'administration, c'est pas la même chose qu'on attend. Voilà, c'est ce genre de petits détails qui ont l'air de rien, qui, à mon avis, ont un grand sens par rapport à votre sentiment d'être oui ou non sur un bon moteur de recherche. C'est vraiment la qualité perçue. Maintenant, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la qualité perçue, installez-le, testez-le pendant 15 jours. Il y a deux choses qui vont se passer. Vous devriez être assez content quand même du résultat, mais surtout, vous allez être tellement tranquille sur la publicité. On ne revend rien, personne ne sait rien, vous n'êtes plus traqué, vous n'êtes plus targeté. Ça change la vie. Tu n'es plus targeté tant que tu restes dans Quant. Alors, parce que le problème, c'est qu'après, si tu vas basculer sur tel ou tel site, forcément, sur Cdiscount, tu vas avoir quand même Criteo qui va faire son job. Alors c'est là que ça devient drôle. Alors, il faut prendre Brave. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est vrai et c'est faux. Si on est sur Chrome et Quant, Chrome va revendre ses données des différents sites, va mettre du Criteo et autres, et va laisser l'interaction des différents cookies. Mais si on est un peu fin, rapide, on met Quant, c'est super. On se met Firefox, on se met Brave, et on active le non-traçage sur Firefox et sur Brave. Et résultat, quand on est dans Quant et qu'on est hors Quant, les cookies, ils sont pas bienvenus. Et vous pouvez installer l'app Quant, on a fait pareil. On a mis un anti-traceur directement dans l'app. Donc la vérité, c'est que le navigateur plus Quant, un navigateur qui vous respecte et qui respecte la vie privée bien configurée et Quant, c'est pas mal. On mettra tous les liens de tout ça sur le podcast. Vous ajoutez un VPN, et si vous avez un proxy, ce sera parfait. On va parler des nébuleuses de Quant, musique, Junior, Map, Light. C'est toujours 100% à Quant. Ça, c'est rigolo d'ailleurs, dans les polémiques drôles. On nous attribue d'avoir plein de boîtes
Non, mais je fais ce que j'appelle niveau composante, j'aurais voulu dire composante. Mais c'est génial, ça me permet de répondre à 2 questions à la fois. On nous annonce de faire plein de boîtes et plein de choses, et trop de choses, ok? Alors toutes ces boîtes moi je trouve ça pas mal. Moi je trouve ça pas mal parce que c'est une boîte dynamique, justement. C'est pas seulement ça, toutes ces boîtes appartiennent à Quant. Et en fait, ce que l'on a fait, c'est créer des verticaux qui donnent des résultats dont on a besoin dans le moteur de recherche. Quant Maps, qui vous permet d'avoir la première carte qui ne vous traque pas. Donc 10 mètres après, je ne sais plus où vous étiez 10 mètres avant. Et je n'ai aucune idée d'où vous étiez hier, où vous étiez avant-hier, et je ne retiens rien de tout ça. Quant Music, c'est tout simplement un moteur de recherche dans le monde de la musique. Si vous cherchez Sting ou si vous cherchez U2 ce soir, vous verrez que vous avez toutes les informations, toute la discographie, toute l'actualité, tous les réseaux sociaux de ces grands groupes pour tout voir. Ce n'est rien d'autre que des résultats du moteur de recherche affinés. Pourquoi ? Vous avez un moteur de recherche qui ne vous traque pas, donc il ne sait pas qui vous êtes. Si vous cherchez Texas, il y a le groupe, que les jeunes ne connaissent peut-être pas, et il y a le Texas. Et donc, c'est l'État que vous cherchiez ou le groupe ? Si c'est l'État, vous avez tout un tas de choses sur l'État du Texas. Si c'est le groupe, ce que vous voulez, c'est voir tout ce qui se passe sur le groupe. Comment vous faites si vous ne créez pas des verticaux ? Vous savez, j'ai un vertical dont personne ne parle, mais qui cartonne en ce moment et qui envoie un monde fou, c'est jeuxvideo.com. Ouais, c'est Quant Games. Si vous tapez le nom d'un jeu vidéo, vous verrez que vous avez toutes les informations sur le jeu vidéo. On amène un monde fou sur les sites de jeux vidéo. Et enfin, Quant Junior, ça j'en suis très fier. Alors ça par contre, c'est en 2015-2016. Il n'y a que vous qui le faites. Au monde, oui. 2016, on a travaillé en 2015 avec l'éducation nationale pendant 1 an, à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem. On a réussi à faire les installations, les tests, et Quant Junior, c'est le premier moteur de recherche qui a enlevé tous les contenus adultes, comme tout le monde, puisque le contenu adulte, ça s'enlève sur les filtres des moteurs. Surtout, on a enlevé la violence. Et quand on l'a sorti, c'était malheureusement quelques jours après l'attentat du Bataclan. Et quelques jours après, la recherche Paris, dans tous les autres moteurs, il y avait des morts dans les rues. On n'avait pas envie de le voir, nous. Les enfants ne pouvaient pas voir ça. Aujourd'hui, avec Quant Junior, vous voyez la Tour Eiffel, quoi qu'il se passe. Vous pouvez chercher Syrie, vous pouvez chercher Irak, vous pouvez chercher Nigeria. En fait, ça dépasse... parce que la protection parentale te montrera quand même les morts et tout ça, quoi. Elle fera pas tout ça, quoi. La protection parentale, c'est top, parce que ça vous permet de choisir... Je parle logiciel, celle qui est sur les... Ouais. Ça vous permet de choisir ce que tu veux enlever. Mais Quant Junior, c'est autre chose. C'est l'accès à tout Internet. C'est l'accès à tout. C'est-à-dire que la protection parentale, la plupart du temps, elle va couper tout YouTube. Quant Junior va juste enlever certaines vidéos de YouTube qui ne sont pas accessibles pour les enfants, en laissant tout le reste que les enfants vont pouvoir voir. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a accès à tout le web sans la publicité, sans le contenu adulte et sans le contenu violent. D'un coup, on peut voir tout le reste. Mais c'est cool. C'est juste génial pour un enfant. Alors que le contrôle parental va t'enlever les 3/4 du web et il va te laisser avec une 50aine d'applis. Au final, qu'est-ce qui se passe ? Tu prends l'iPhone de ton papa ou de ta maman et il y a tout dessus. Je crois que dans les tuyaux, il y a Quant Mail aussi. Oui. On nous a demandé le Quant Maps. On nous a demandé le Quant, évidemment. Quant pour les enfants, ça, tout le monde le veut. Mais Quant Mail, c'est la 2e plus grosse demande aujourd'hui de nos utilisateurs. On a voulu les envoyer chez ProtonMail, chez NetCourrier, chez Melo, chez OpenExchange. Enfin, on a voulu les envoyer partout ailleurs. On leur a proposé plein de partenaires et tous veulent un mail Quant. Mais donc, c'est toujours dans le système de la vie privée. Comment ça se passe ? Parce que quand je t'envoie un mail, il peut se passer quelque chose d'autre ? Quelqu'un peut voir le mail ? Alors, le principe aujourd'hui des mails globaux, que ce soit chez Gmail ou ailleurs, c'est tout simplement la capacité de les lire. Alors, certains ont créé des services comme ProtonMail où vous pouvez le chiffrer et l'envoyer à quelqu'un d'autre et ne les lisent pas. Aujourd'hui, nous, ce que l'on veut, c'est vous faire un mail qu'on ne va pas lire, qu'on ne va pas, on va pas faire de la publicité avec. On n'est pas là pour savoir ce que vous avez dans vos mails. Ce qu'on veut simplement, c'est vous donner une alternative, là aussi, propre, efficace. Mais une alternative comme ça, malheureusement, si vous n'avez pas de publicité, si vous n'avez rien à l'intérieur du mail, qu'est-ce que vous allez faire ? Elle va être payante. Ouais. Donc, vous aurez du Drive, vous aurez du mail, vous aurez la possibilité d'ouvrir Word, Excel, PowerPoint, vous aurez la possibilité de faire exactement ce que vous avez dans la suite des voisins, mais nous, elle sera payante. Donc, à un moment, on va me dire, oui, mais ça aurait été bien gratuit. Oui, c'est vrai.
C'est des disques durs, c'est beaucoup de puissance. Mais parce que la pub, elle est surtout axée, par exemple, sur des plateformes comme Gmail ou Yahoo Mail. Mais moi, si je t'envoie de Papéo, ma société, à quant.com, entre nous, sur Outlook, il n'y a pas de raison qu'il y ait de la pub. Mis à part les crawlers qui vont chercher par domaine, mais ça c'est l'anti-spam. Le truc, c'est pas ça. On va prendre un cas très clair. Si on va sur les résultats de Google et qu'on regarde ce qu'il prend dans le mail, Google, par exemple, si tu fais un achat chez Amazon, il va regarder ce que tu as acheté et il va l'ajouter à sa liste d'informations te concernant. Ah oui. Donc, le mail que tu as transmis où tu as l'impression que tu n'as fait que l'envoyer à quelqu'un, en fait, il a donné tout un tas d'informations te concernant à la société qui veut savoir qui tu es et ce que tu fais. Voilà. Ben ça, chez nous, ça n'arrivera jamais. Que je comprenne bien, qu'on comprenne bien, j'achète sur Amazon, donc forcément, à un moment, je vais donner mon email. Il est stocké dans Chrome. Ouais. Donc, Chrome, Gmail, Google. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai acheté, mon email, et peut me retargeter derrière avec autre chose. C'est ça. En fait, tout ce qu'on écrit, à partir du moment où ça peut être lu, ça peut être réutilisé pour faire autre chose avec ce que tu fais. Au début, ils faisaient des publicités qui étaient liées au mail. Donc, si tu faisais un mail sur, je sais pas moi, un départ cet été pour tes vacances à Papeete, tu avais de la pub pour les hôtels à Papeete. Ça, ils ont décidé d'arrêter parce que ça se voyait quand même, c'était assez gros. En fait, ils ont décidé d'arrêter parce que progressivement, les gens ne cliquaient plus sur les pubs parce qu'ils avaient compris qu'en haut, c'était de la pub targetée. C'était un peu bizarre et ça ne marchait plus trop. Donc, ils ont inversé le problème en se disant qu'est-ce qu'on peut faire avec cette quantité d'informations, si on peut la récupérer et si on peut la ramener pour mieux adresser la publicité pour nos utilisateurs. Je vais m'arrêter à la publicité parce que je n'oserais pas dire qu'ils s'en servent pour autre chose. Donc, on va dire qu'ils n'en font que de la pub. Initialement, donc, Quant, tu as ton projet. Tu fais quoi? Des levées de fonds? Comment tu finances tout ça? Vous êtes combien aujourd'hui? Au début, là, on est à peu près 130 collaborateurs. Au début de Quant, on a mis notre propre argent. Donc avec les cofondateurs et nos propres technologies. Ensuite, Axel Springer est venu nous rejoindre l'année d'après, en 2013. Jusqu'à 2013, nous avons mis notre propre argent, à peu près 3 millions d'euros avec de la love money et de la technologie nous appartenant. 2013, on lance Quant. 2014, on le lance en Allemagne. Et là, c'est Axel Springer qui vient et qui met plusieurs millions d'euros pour aider Quant dans son développement. 2015, 2016, 2017, 2016, c'est la Banque européenne d'investissement qui continue à nous soutenir avec un prêt de 20 millions. 2017, c'est la Caisse des dépôts et Axel Springer de nouveau qui remettent de l'argent au capital de Quant pour à peu près 18 millions. Donc ça nous fait à peu près sur l'ensemble de Quant jusqu'à présent près de 40 millions levés. 45 millions. Pourquoi la Caisse des dépôts pourquoi l'État Quant, c'est plutôt souverain. Quant, c'est européen. Quant, c'est pour protéger le citoyen. Quant, c'est là pour garantir tranquillement qu'on puisse avoir des alternatives européennes crédibles. C'était quelle année, ça? 2017. D'accord. Donc, que la Caisse des dépôts soit dans Quant, ça n'a que du sens. Ça n'a que du sens. J'ai lu que c'était l'argent public, compagnie, mais l'argent public est là pour soutenir le citoyen. L'argent public est là pour soutenir une façon de voir l'Europe et le monde. C'est ça le principe de l'argent public. Deuxièmement, ce n'est pas l'argent des impôts, puisque c'est la partie en fait qui est les résultats des placements de la Caisse des dépôts qui reviennent vers nous. Donc maintenant, deux solutions pour l'argent public, que ce soit celui de la Banque européenne d'investissement ou celui de la Caisse des dépôts. Investir en Europe sur des valeurs européennes ou tout simplement mettre de l'argent dans Apple, dans Google et dans Facebook et attendre que le cours de bourse monte. Pourquoi pas après tout, hein. Arrêtons d'investir dans de l'européen, investissons directement dans de l'américain et arrêtons de nous poser la question de l'usage de l'argent public, non? Moi, je crois que ça a du sens. Je crois que la Banque des territoires investit dans un moteur qui est très implanté dans les territoires. Je pense que la Banque des territoires a aussi besoin d'investir dans des choses qui ont du sens, qui sont ancrées en Europe avec des valeurs européennes. Après, j'ai jamais compris la polémique. Moi, j'ai toujours été très fier d'avoir et Axel Springer, donc des vrais privés super en place en Europe, et la Caisse des dépôts, un magnifique fonds souverain et européen. Le ministre de l'économie Macron de l'époque t'a aidé ou c'était Ah oui, alors au niveau de la Banque européenne d'investissement, à l'époque, il mettait le plan Juncker, c'était de mettre 330 milliards dans la fibre.
Donc, on fait les infrastructures en Europe et on mettait tout l'argent dans l'infrastructure. Et grâce à Monsieur le Président maintenant et ministre des Finances à l'époque, grâce aussi au ministre des Finances allemand de l'époque, grâce à Monsieur Juncker, Schulz, Monsieur Werner Hoyer de la Banque européenne d'investissement et Matthias Döpfner de Axel Springer et nous, une grosse partie de l'argent, en fait 10% des 330 milliards, à peu près 25 milliards, a été réaffecté non plus aux câbles et aux fibres, mais à des projets comme les nôtres et au H2020, à Horizon 2020. Tous ces programmes qui ont permis d'apporter beaucoup d'argent dans l'économie numérique européenne et qui nous amènent aujourd'hui tout un tas de sociétés qui ont eu de l'argent venant de l'Europe, eu de l'argent venant du privé et qui sont aujourd'hui des sociétés... Tu as d'autres exemples de Quant, par exemple ? Oui, il y en a plein. À travers l'Europe, ils ont investi, la BEI, près de 20 milliards entre H2020 et les prêts qu'ils ont faits. Ça va de Arcos, qui a eu des prêts européens. Ça va à des boîtes comme Deezer, Spotify aussi. Spotify, qui a eu des prêts européens. Ça va à des boîtes comme Angry Birds. Donc, ça peut être très, très différent. Ça va du jeu. Ils ont financé jusqu'au film. Ça va sur SoundCloud, côté allemand, qui est cette énorme bibliothèque musicale qui n'aurait jamais vu le jour sans des fonds européens. Aussi, ouais. Et oui, mais en fait, on est en train de parler de centaines de boîtes en Europe qui aujourd'hui ressemblent à quelque chose et ont d'autres valeurs et qui n'auraient pas pu grandir aussi vite et aussi bien sans ces fonds européens et sans l'aide à l'époque et de la French Tech et de l'apport de la France à l'acceptation du déplacement de cet argent vers les fonds européens. Et avec Mounir Majoubi ou Cédric O, ça se passe bien ? Avec Mounir Majoubi, ça se passait très bien et Mounir avait même installé Quant sur son téléphone, voilà. Avec Cédrico, ça se passe aussi très bien. Lui, il est passé à la surmultiplier sur le numérique puisque maintenant, avec toutes ces guerres, on va dire États-Unis, Chine, Europe, valeurs, souveraineté, la demande du ministre des Finances aussi d'imposer les GAFA sur notre territoire. On n'est plus dans un monde aussi simple et clair qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est des vraies luttes d'influence, c'est des vraies luttes de discussion permanente. Ça peut être aussi des partenariats avec les GAFA, des partenariats avec les Chinois, mais dans un jeu qui permet à l'Europe de sortir par le haut. Et donc, oui, ça se passe bien aussi avec Cédrico qui fait du super on va y revenir sur les GAFAM et sur l'Europe et ce qu'on n'a pas, nous, on n'a pas l'équivalent aussi gros. Juste, j'ai noté un point. 2017, Orange abandonne son moteur de recherche. Pourquoi ils ont choisi Google ? Est-ce que tu étais dans la discussion ? Non, c'est compliqué. C'est dommage ? Non, mais c'est pas ça. C'est très compliqué. C'est quoi Google ? Google, c'est deux choses. C'est un moteur de recherche, et on fait un moteur de recherche, mais c'est aussi la plus grosse agence de publicité du monde. Oui, ça c'est sûr. Donc, quand ils choisissent Google, en fait, Orange a 70 employés, je crois, au moteur. Ils continuent à en avoir une cinquantaine ou 60. Ils ont besoin de faire de l'argent et ils ont besoin d'un partenaire qui leur garantisse un certain nombre de millions d'euros pour payer leurs employés. Donc, quand on veut rentrer dans la boucle pour dire on peut vous donner les résultats de Quant, c'est bien, mais il faut aussi dire comment on monétise ces résultats. Et ça, jusqu'à cette année, je n'avais pas de moyen de monétiser bien quoi que ce soit chez un Orange ou ailleurs. Donc, soit Orange aurait fait le pari du souverain et juste pour faire un moteur sympa, voilà. Soit ils auraient pu prendre Quant aussi, voilà. Ils ont choisi de garder leurs équipes et ils avaient besoin de cash pour les payer. Ben, ils ont pris évidemment celui qui leur donnait le plus d'argent et eux sont venus et signer parce que, franchement, Google a besoin de toute la data du monde. Donc, tous ceux qui peuvent signer le font. Un truc incroyable, 2018, je note que Quant s'implante en Chine. Ouais. Mais comment vous avez fait ? Moi, c'est très facile. C'est un peu l'inverse de d'habitude. Non, c'est ça qui est très drôle. J'y suis allé avec Monsieur le Président de la République. On est arrivé là-bas, on leur a présenté Quant. Alors au début, ils m'ont regardé un peu bizarrement. Alors j'aurais dit que on garantissait la vie privée, donc ils me regardaient un peu en clignant d'un œil avec un doigt levé. Oui, nous aussi. Et en fait, on leur a juste expliqué clairement que nous ne prenons la data ni des Européens, ni des gens qui passent sur Quant, quels qu'ils soient au monde, ni évidemment des Chinois. Et donc, en réalité, on est simplement venu leur expliquer que ce qu'on voulait, c'est amener un moteur de recherche propre, neutre, pour les Européens qui vont en Chine, pour nos ambassades, nos consulats, pour les ambassades allemandes, les consulats allemands, pareil pour les Italiens, qu'on ne prendrait pas la data des Chinois puisqu'on ne prend la data de personne et qu'on allait anonymiser tout directement. Donc, on leur a tout présenté et à partir de là, au début, ils se demandaient pourquoi.
Et quand ils ont compris qu'on ne prendrait pas la data des Chinois et qu'on irait tranquillement au bout avec quelque chose qui respecte les obligations de la Chine, mais qu'on n'allait pas revoir nos positions sur comment le moteur devait donner des réponses, quel type de réponse il devait donner et où il devait les donner, la Chine, aujourd'hui, a simplement regardé que nous ne prenons rien, nous ne ramenons rien. Écoutez, je crois qu'ils se sont dit qu'après tout, ça valait le coup de dire qu'on pouvait laisser travailler des gens qui ne prenaient rien sur la Chine. Oui, mais le fait qu'ils n'aient pas accès, eux, à la data des utilisateurs, ils l'ont accepté ? Alors, on est en Chine, d'accord ? Oui, donc ça veut simplement dire que moi, je n'ai pas accès à la data de leurs utilisateurs, que je donne des réponses qui ne sont pas en lien avec leurs utilisateurs, mais leurs utilisateurs sont sur des téléphones chinois et sur des modems chinois et tout un tas d'autres choses. Donc et là, je n'ai pas la prétention, moi, d'empêcher les Chinois de faire quoi que ce soit. Donc j'ai un iPhone en Android, je peux installer Quant sans problème sur l'App Store. Et aller tranquillement chercher. Maintenant, on ne s'occupe pas des Chinois en Chine, donc en chinois, on est nul. Il faut utiliser Baidu. Maintenant, si c'est pas du chinois et c'est dans les autres langues, on marche plus. Mais ça veut dire quoi s'implanter en Chine ? Ça veut dire que tu mets des serveurs ou c'est les serveurs d'ici aussi ? Alors, ce sont les serveurs d'ici et on mettra des serveurs d'anonymisation en Chine dès la fin de l'obtention de nos agréments. D'accord. On va parler du moteur de recherche techniquement. Et c'est quoi ? C'est des serveurs ? Comment ça fonctionne ? Oui, c'est des centaines de serveurs, c'est des milliers de serveurs virtuels. Et donc, un moteur de recherche, c'est énormément de puissance de calcul, énormément de puissance d'intelligence artificielle avec des DGX de chez NVIDIA. On est partenaire premier d'NVIDIA, la première boîte de vente de processeurs pour faire de l'intelligence artificielle. C'est énormément de stockage. Donc, tout ça, c'est ça un moteur de recherche. Et donc, plus on va grandir, plus il va nous falloir de la place. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on a fait ce partenariat avec Microsoft. Parce qu'aujourd'hui, Quant a 20 milliards de pages sur ses disques, 20 milliards de pages crawlées, indexées grâce à mes crawlers et mes indexeurs dans notre infrastructure. C'est aussi vous répondre à vos questions, c'est aussi envoyer des réponses vers vos requêtes, tout en protégeant votre vie privée. Et aujourd'hui, avec cette puissance-là, on a une bonne qualité de réponse. Mais si on veut aller au coup d'après et être le plus large possible et le plus indépendant possible, il faut aller à 100 milliards de pages. Les 80 milliards de pages supplémentaires, il y a deux façons de faire. Soit je rachète 30 millions d'euros de serveurs, soit j'utilise la puissance d'un cloud sans mettre vos données, sans y mettre mon index, mais en créant des proto-index pour ajouter des pages et avoir suffisamment de puissance en intelligence artificielle pour pouvoir les travailler. Donc, je vais rajouter 80 milliards de pages avec le cloud d'Azure. C'est ça l'accord que je suis allé chercher avec Microsoft. Oui, parce que c'était l'objet d'une des polémiques en disant « je ne comprends pas, c'est français, c'est franco-français ». Ouais. On va voir si j'ai compris. Et pourtant, il utilise Bing ou Azure. Mais ce que je comprends, d'après tout ce que tu viens de dire, c'est que, en fait, tu indexes que des pages. Mais les pages, ce sont des pages sur le web, de toute façon. Donc, il n'y a pas de... C'est pas vous. Et alors, c'est pas à nous, d'autres fois, voilà. Première chose, quand on dit il utilise Bing, oui. Et d'ailleurs, on l'a dit plein de fois. J'ai commencé à le dire en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Parce 2018. que tu ne serais jamais arrivé à la puissance de Bing. Mais c'est pire que ça. C'est mieux que ça et pire que ça. Au début, je faisais 5 millions de pages indexées. Si je complétais pas, vous aviez aucune réponse. Or, c'est 5 millions de pages. 40 millions de pages. Si je complétais pas avec des réponses, vous n'auriez jamais eu de réponse supplémentaire. 250 millions de pages, si je ne complétais pas avec les réponses que je pouvais acheter ailleurs, vous n'auriez pas eu les réponses supplémentaires. Maintenant, à 2 milliards de pages, si j'ai suffisamment de disques, j'ai plus besoin d'acheter des réponses. J'ai les miennes. Donc, résultat, le truc qu'on nous reproche, c'est ce que fait la Silicon Valley tout le temps. Mais tout le temps. Je vais vous donner un cas d'école. Pinterest. Vous connaissez ce truc Bien génial, sûr. tu connais Pinterest. Il avait des photos. Premier jour de Pinterest, ils ont des centaines de millions de photos de sacs et de chaussures, de vêtements et compagnie et compagnie. Ils les ont pris où ? C'est vrai. Ben comme nous, ils les ont achetés. Au début, ils les ont achetés. Puis après, les gens ont commencé à les mettre eux-mêmes. Et puis, les commenter. Et maintenant, ils ont leur stock de photos, leur stock d'index, leur crawler et leur indexeur pour avoir les informations concernant toute la data qu'ils ont chez eux. Alors, quand c'est Pinterest qui fait ça, c'est des génies et ça vaut des milliards. Et personne va leur dire qu'ils ont pris de la data ailleurs. Nous, quand on achète les images à Bing, on va venir m'expliquer qu'on achète les images à Bing. OK. La semaine dernière, on était sur Supercomputing aux États-Unis. À Supercomputing la semaine dernière, si vous tapez Quant GraphCore là maintenant sur Internet, vous allez voir que Quant, la petite société dont on est en train de parler,
a fait la démonstration de faire le moteur de recherche d'intelligence artificielle sur l'image l'un des plus rapides du monde. En fait, la semaine dernière, c'était le plus rapide du monde. Donc, aujourd'hui, on sait faire de l'intelligence artificielle pour indexer et comprendre les images. Qu'est-ce que ça veut dire, comprendre et indexer ? C'est facile. Quand on cherche un homme dans la forêt sur research.quant.com, qui est notre moteur de recherche de démo, un homme dans la forêt, ça donne un homme dans la forêt. Si on cherche 2 hommes dans la forêt, on va voir 2 hommes dans la forêt. Parce que l'intelligence artificielle a compris ce qu'était la forêt, a compris ce qu'était un homme. Donc si j'ai 3 hommes, j'ai 3 hommes. Si je les fais à la plage, 3 hommes à la plage, j'aurai 3 hommes à la plage. Ça marche avec des femmes, ça marche avec des chiens. Donc si je cherche une femme avec une veste rouge, ça va comprendre rouge, veste et femme, d'accord. C'est exactement ça. Et donc, on a créé ce moteur de recherche d'intelligence artificielle sur les images. Et maintenant, on va y mettre 2 milliards d'images qui nous appartiennent. Avant, on les a achetées. Maintenant qu'on a fait le moteur, il me faut quelques millions d'euros pour y mettre les milliards d'images. Donc, est-ce qu'on sait faire un moteur ? Oui. Est-ce qu'on sait même faire un des plus rapides du monde ? Oui. Est-ce que ça prend du temps à faire ? Oui. Est-ce que ça coûte des millions rien que pour les indexer et les garder sur un serveur ? Oui. Est-ce que ça fait de nous des mauvais quand on achète, quand vous avez juste besoin de trouver un lion, quand on achète des lions, le temps d'avoir des lions chez nous ? Non. En fait, quand ce sont les Américains qui le font, c'est des génies parce qu'ils accélèrent le traitement et vous donnent des réponses. Si c'est nous qui le faisons, alors nous, on n'a pas le droit. Alors, pour avoir de la data, que je comprenne bien, pour avoir de la data, tu achètes des images. Oui, bon. Par exemple. Prenons ton cas, un homme dans la forêt. Oui. 2 hommes dans la forêt. Donc, il faut que à un moment que tu expliques à l'ordinateur, l'intelligence artificielle ou pas, il faut que tu lui dises, un homme c'est ça, 2 hommes c'est ça. Mais par exemple, un homme et une femme, est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est un homme et une femme ? Vous pouvez pas le faire. Comment ça fonctionne ? Comment vous le faites ? C'est pas à la main, ça quand même. Ça fonctionne qu'avec l'intelligence artificielle. Mais à un moment, il y a quelque chose. Au début, tu as des images annotées. Donc au début, tu vas avoir des images taguées, qui disent ça c'est une femme, ça c'est un homme, ça c'est une fleur, ça c'est un chien, ça c'est un arbre et ainsi de suite. Tout ça, c'est des images taguées. Il y en a plein à l'Internet. Il y en a partout. Les gens qui ont posé des images en ligne expliquent dessous ce que c'est. Tu prends toutes ces images, tu prends des centaines de millions d'images. On a commencé, nous, sur 200 millions d'images open source. Et tu commences à les faire passer dans l'intelligence artificielle en utilisant la notation pour essayer de faire comprendre à la machine ce qui est un homme, ce qui est un chien, ce qui est une image. Et puis après, tu laisses faire le système. Tu lui donnes de plus en plus d'images. Et plus il trouve d'images qui se ressemblent, plus il apprend. Et plus il a d'images, mieux il apprend. Comme on a des crawlers et des indexeurs, on va crawler et aller chercher de plus en plus d'images. Comme on a une base suffisamment vaste au début, on va commencer à apprendre de plus en plus. D'où le fait qu'il faut quelques mois et quelques années pour comprendre tout ça. Et pendant ce temps-là, quand tu viens sur un moteur de recherche, tu veux quand même tes réponses. Tu ne veux pas attendre que moi, j'ai fini d'indexer des milliards d'images. Ouais, tu peux vite te mordre la queue. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas, tu t'es dit j'y vais pas. Exact. Ouais. Et donc, on a décidé de faire les deux. Et compléter quand on n'avait pas, et mettre nos réponses quand on les avait. Et c'est tout simple. Et la polémique est rentrée du fait qu'il faudrait partir de zéro ex nihilo. Alors, je vais te dire juste un truc qui est une grande découverte pour l'Europe, mais c'est très important. Il n'y a plus personne qui fait rien ex nihilo. Plus personne ne fait rien ex nihilo. Ça veut dire que n'importe qui démarre maintenant va se baser sur de l'open source, sur des choses qui sont déjà disponibles, va acheter le maximum. Waze, les Israéliens qui ont vendu Waze, vous utilisez Waze pour vous déplacer, ça arrive. Cette très sympathique compagnie israélienne qui s'est vendue très cher à Google, au-delà des milliards. Qu'a fait Waze pour mettre les stations-service, les restaurants et tout un tas de choses sur sa plateforme? Elle scrapait le web. Elle est allée chercher dans les pages jaunes à droite à gauche des informations. Elle les a ramenées chez elle. Elle a d'ailleurs été condamnée à quelques centaines de millions qu'ils ont payé rubis sur l'ongle puisqu'ils ont vendu ça à des milliards. Alors, est-ce que Waze est quand même un très bon service ou est-ce qu'au final, c'est inadmissible et il faut qu'ils arrêtent ce service? Enfin, c'est pas grave. Hein. Depuis, Google a racheté. Personne ne se plaint. Hein. Enfin, tu sais que depuis 2-3 jours, Google vient de sortir l'anonymisation de Maps. Maintenant, on peut cliquer, on n'est plus traqué, etc. Alors voilà, ça c'est. Alors, je te donne la différence entre Quant et Google. C'est vraiment important. Vas-y. La différence entre les deux, c'est la chose suivante. Quand tu arrives sur Quant, on prend ton IP, on la hache, on la salte, et on change le header à l'intérieur de mon infrastructure. C'est-à-dire que même mes informaticiens ne voient pas ton IP à l'intérieur de l'infrastructure de Quant. On ne peut pas savoir que c'est toi ou moi. Même nos informaticiens ne le voient pas. Dès qu'on a passé le firewall, on ne sait plus qui est arrivé. OK ?
Chez Google, ce qui est génial avec je clique pour l'enlever ou je clique pour le remettre, c'est entre toi et eux. Donc c'est totalement private, ok, s'ils veulent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement la même chose que G Suite. Tout le monde me dit que dans G Suite, ils ne peuvent pas voir la donnée, puisque c'est écrit dans les conditions générales. La vérité, c'est qu'ils peuvent, chez Google, certaines des personnes de Google, voir quand même la donnée. Alors, ma question est-ce que oui ou non, tu es complètement privé ? J'en sais rien. Pas plus que toi. Voilà. Ce que je sais simplement, c'est que le fait que tu cliques, ça veut dire que toi, tu le vois plus. Oui, mais ça veut pas dire qu'il le voit plus. Ben non. Donc, ce genre de façon de voir la privacy n'est juste pas la mienne. La mienne, c'est de dire, nous ne devons en aucun cas être capables de retourner à la personne. Pas, je te mets un bouton, tu cliques ou tu décliques pas. Je fais tout pour ne pas pouvoir le faire. D'ailleurs, chez nous, sur la map, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place Mask, M-A-S-K. Mask, ça permet de garder les données de la map côté client, sur le téléphone. C'est-à-dire que Mask, ça chiffre une partie de ton téléphone. Quand tu te connectes à Mask, tu mets un nom et tu mets on va dire un mot de passe. Mais ton mot de passe, il est là pour chiffrer ton téléphone. Tu peux dire, j'habite là, je travaille là, j'aime tous ces restaurants. Ils vont s'afficher sur ta map, mais en fait, c'est ton téléphone qui les garde. C'est jamais chez moi. Donc, c'est pas, tu rends la map privée. C'est, tu as une map qui arrive de chez nous que tu complètes avec tes informations. Est-ce que tu peux dire, dans le combat, Apple est un peu meilleur que les autres ? Je fais référence au panneau qu'ils avaient mis pendant le CES. Ce qui est dans l'iPhone reste dans l'iPhone par rapport à Las Vegas. Ouais, c'était rigolo. Alors, ils sont sûrement un peu meilleurs que les autres, sont même vraiment meilleurs que les autres. J'irais jusqu'à dire que Microsoft aussi a fait d'énormes efforts de fou dans ce cadre-là. C'est pas parce que je suis partenaire, hein, je dirais l'inverse si c'était pas le cas. Mais à la fin de la journée, c'est toujours la même histoire. C'est entre vous et eux. C'est-à-dire que tant que leur business model va dans ce sens, alors ils sont un peu meilleurs que les autres. Quand leur business model n'ira plus dans ce sens, alors ils pourront changer leur fusil d'épaule en quelques instants. C'est un peu la lacune et le problème de Siri, c'est qu'à un moment, il garde des données en local et qui sera forcément moins bon que quand tu ne partages pas de données, tu ne peux pas utiliser de l'intelligence artificielle améliorée et du machine learning. Alors, ça, c'est assez rigolo. Excuse-moi. Non, mais c'est pas ça. C'est vrai et totalement faux, mais c'est génial parce qu'ils ont réussi à vendre un truc absolument génial. L'autre jour, j'étais à l'ONU et on discutait non pas pour le truc... enfin, pour l'ONU, mais pas à l'ONU. À l'ONU, j'y ai fait autre chose. On discutait des missiles russes avec une intelligence artificielle, paraît-il, extraordinaire, ce que disait M. Poutine. Et on disait que si on ne partageait plus nos données personnelles, alors nos missiles seraient moins performants. Lequel d'entre vous pense qu'il faut des données personnelles pour faire voler un missile ? Mais c'était la discussion, on en était là. On en était à si on ne partage pas les données personnelles, alors on ne saura pas faire des missiles ultra performants. Mais quel rapport ? C'est une bonne question, c'est exactement celle que je leur ai posée. Quel était le lien ? La réponse, je ne l'ai pas eue. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils voulaient la donnée personnelle. Ça j'ai compris. Ils l'ont avec l'index. Ils sont en train de le rentrer dans tout et dans n'importe quoi. C'est-à-dire que tout le monde est en train de dire qu'il faut énormément de données et donc de données personnelles pour faire marcher l'intelligence artificielle. En vrai, ce n'est pas toujours vrai. C'est même souvent très faux. Et le truc sur l'intelligence artificielle, c'est que de quoi parle-t-on ? L'intelligence artificielle, par exemple, pour retrouver des fleurs, a besoin de milliards d'images de fleurs à noter. C'est quoi comme données personnelles, ça ? Comprendre les humains, elle a besoin d'images d'hommes et de femmes. Ah non, mais c'est le même cadre. Tu peux dire, moi, je partage mes données personnelles sur Deezer ou sur Spotify. Je suis d'accord de les partager parce que ça va me donner mes préférences musicales qui vont être adaptées pour moi. Mais c'est pas pour autant que je vais dire ma religion, mes préférences sexuelles. Voilà, c'est autre chose. Mais il faut à un moment partager des données maîtrisées. Sauf que là, c'est pas ces quelques données-là que tu viens de partager. C'est un très bon exemple, Deezer et Spotify. Tu vas, par exemple, aimer vraiment la musique. Je sais pas combien tu as de musique sur ton Deezer et combien de choix tu as fait. Mais mettons 1000, 2000, 5000, 10 000. J'en sais rien. Quelle est ta collection principale ? Bon, tu en écoutes vraiment combien dans la semaine ou dans les... Voilà. Donc, résultat, le peu de données que tu es en train de partager là ne permet pas d'avoir une intelligence artificielle. C'est pas avec ça qu'on va la baser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ton peu de données pour te proposer des choses qui sont assez proches de ce que tu aimes
par rapport à d'autres choix qui sont faits par des choses similaires. D'accord ? Est-ce qu'on a besoin de savoir comment tu t'appelles et comment je m'appelle ? Si tu es gay ou non ? On est d'accord. Donc en réalité, le truc de la donnée personnelle fait que plus tu en as sur quelqu'un, plus tu peux le targeter pour la publicité ou pour revendre ces données aux assureurs, au crédit, à d'autres, pour faire de l'argent. Mais ça va être très rare que ça te soit bénéfique grâce à ces données personnelles. Le seul moment où ça peut l'être, c'est la santé. Le seul moment où ça peut l'être, c'est sur des choses très particulières. Mais si on prend le cas de la santé, ça peut être ultra bénéfique de donner ces données personnelles afin d'être mieux soigné, avec une seule restriction absolue, tant que ce n'est pas distribué, revendu, redistribué, redonné aux assureurs et à d'autres, parce que sinon, on arrive à quoi ? On arrive à, si tu nais et que tu es une petite fille ou un petit garçon aujourd'hui, qu'on analyse ton ADN, qu'on s'aperçoit que tu as des marqueurs qui potentiellement font que tu auras un cancer du sein quand tu auras 40 ans, potentiellement. On doit te faire payer 1 000 € par mois jusqu'à tes 40 ans d'assurance maladie, puisque tu as une chance de l'avoir. Et l'autre bébé qui est né à côté, qui n'a pas ce marqueur, c'est 100 € ou 50 € quand elle est petite. Tu vois, c'est ça la société qu'on veut ? Parce que c'est la société qu'on aura si on ne protège pas les données, si on ne les remet pas côté médecin, si on ne donne pas la puissance de calcul et d'intelligence artificielle au bénéfice du patient et du citoyen, et qu'on part sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis aujourd'hui, et qu'on soit très clair sur l'histoire. Aux États-Unis aujourd'hui, les gens sont des consommateurs. Ton lien avec le site internet, c'est tu lis les CGU et tu dis oui ou non. Et quand tu as dit oui, il peut tout arriver. Un cas d'école, c'est Grindr. Grindr, c'est un réseau social entre adultes consentants gays. Et ils disaient, s'ils étaient séropositifs, quel était leur dernier test et à quelle époque ils avaient eu le dernier test de séropositivité pour avoir des relations ouvertes entre adultes consentants. Grindr a revendu ça à tous leurs partenaires. Et quand les gens leur ont demandé mais pourquoi vous avez fait ça ? La séropositivité, je ne sais pas si tu vois, mais si un pays qui refuse les gens qui sont séropositifs achète ce fichier, il peut t'empêcher de rentrer parce que tu es séropositif. Et si tu es dans un pays séropositif et que c'est interdit d'être gay dans ce pays, et qu'on te retrouve sur Grindr et qu'on a acheté cette information, tu peux avoir de graves problèmes dans le pays. Non, mais même tout simplement, tu demandes un prêt, si on a accès à ta santé... Eh ben, c'est exactement à ceux-là qu'ils les ont revendus. Donc, résultat de l'histoire, ce que je veux simplement te dire, c'est la réponse à la question a été de dire parce que vous nous avez donné le droit de le revendre dans les CGU. En Europe, tu es un citoyen. On revend ce type d'informations. Tu m'as donné le droit de les revendre dans les CGU. Je suis devant le juge et je vais prendre très, très, très cher. Et je trouve ça très, très, très normal. Nous sommes des citoyens. Nous sommes protégés. Il faut que ça reste en l'état. Ce sont des consommateurs. Ils ne sont protégés que par leur lien avec les conditions générales d'utilisation qu'ils ont mis en œuvre. L'intelligence artificielle doit vraiment aller au fond de ça. Parce que sinon... on se rend compte, pendant qu'on est en train de t'analyser de haut en bas, que tu as peut-être un cancer potentiel, tu n'as plus rien. Tu n'as plus droit au prêt, tu n'as plus droit à l'assurance, tu n'as plus droit à continuer ta vie parce que tu es malade. Ouais. C'est fou, c'est délirant, c'est la triple peine. Sur Maps, c'est compliqué. Ça fait partie des choses compliquées. On a parlé de la photo, mais sur Maps, c'est compliqué quand même. C'est quoi, de l'open source à la base ? Oui, Maps, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Tu fais aussi le GPS ? Alors oui, là, on est parti d'OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est une base de données la plus grosse du monde avec toutes les adresses, les informations, les dessins des rues, basées sur la contribution de milliers et des millions de gens à travers la planète. Ensuite, quand tu pars de cette base de données-là, tu dois créer une map qui est très facile à faire, facile à ouvrir, qui marche sur ton téléphone, qui est facile à zoomer, qui est belle, qui a des couleurs qui te plaisent et où on peut te retrouver. Là, c'est pareil. Te retrouver, ça veut dire te voir à l'écran. Voir ton trajet. Donc, voir où tu pars, où tu vas. Et donc, quand tu es quant, tu veux pas voir qui tu es. Je veux pas voir ce que tu fais et je veux pas voir où tu vas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise le GPS. On utilise les informations directement sur la map. On t'envoie le fond de carte et on affiche dessus là où tu es et les différents trajets que tu peux prendre pour aller d'un point à un autre. Et comment tu gères le trafic et le partage des données ? Alors, le trafic, ça, c'est l'autre problème. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'utilisateurs pour avoir un bon trafic. Donc là aussi, c'est pareil, au début, on va l'acheter, l'information.
Donc, tu peux l'acheter à TomTom, tu peux l'acheter à Renault, tu peux l'acheter aux gens qui aujourd'hui sont dans le trafic et vendent de l'information. Parce que normalement, un GPS, c'est quoi? Ça ping le serveur pour dire je suis arrêté, je roule à 2 à l'heure. J'habite de là à là et j'ai telle position locale, d'accord? Et lui, aujourd'hui, toutes les voitures. Et lui, il calcule si dans 10 minutes il y a 100 mètres, c'est qu'il y a du trafic. C'est ça. D'accord. Et c'est exactement ce genre de choses que Waze fait, mais sauf qu'il est dans des millions de téléphones. Donc son calcul est beaucoup plus facile. Ouais. Et sinon, tu peux acheter ce type d'informations. Donc nous, on en achète un peu, on en a pas mal, et on travaille sur les deux pour amener une map qui a encore beaucoup de boulot devant elle, mais qui a un avantage. Aujourd'hui, si tu cherches des médecins dans le 15e, je t'affiche la liste des médecins, personne ne saura jamais que tu as cherché des médecins dans le 15e. Aujourd'hui, tu cherches un cancérologue, tu peux le chercher sur Quant, tu l'as sur la Maps, je me fiche éperdument que tu aies cherché un cancérologue. Tu sais ce qui s'est passé aux États-Unis, et ça c'est vraiment beau à voir, enfin c'est beau, c'est horrible, et c'est compliqué, mais c'est incroyable, parce que même les Américains ont quand même des points faibles, où la vie privée commence à poser un vrai problème. Un sénateur américain a sa mère qui a une maladie très grave. Il va voir un médecin le jour d'avant, qui lui annonce la maladie de sa mère. Ah oui, j'ai entendu. Donc, le sénateur rentre chez lui et commence à chercher sur un moteur de recherche que tu connais bien, qui a 2G et qui est mon concurrent. Et le lendemain, il reçoit des publicités obsèques, il reçoit des publicités sur les fleurs, il reçoit des publicités sur... Et il craque complètement, il arrive au Sénat et il craque en disant « Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Dans quel monde je vis ? J'ai tapé le nom de la maladie de ma mère et je reçois des propositions pour des obsèques. Il devenait fou. Il a dit, mais vous voulez la couleur de mes sous-vêtements aussi ? Qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Et à ce petit jeu, il y a un truc très intéressant aussi, c'est l'audition de Mark Zuckerberg devant le Sénat. La demande d'un des sénateurs m'a fait sourire. Il lui a demandé, mais est-ce que vous pourriez nous dire où vous étiez à l'hôtel hier et qu'est-ce que vous avez mangé ? Réponse de Mark Zuckerberg, non, c'est ma vie privée. Très bonne réponse, ça me va très bien. Je trouve ça totalement d'accord. Pourquoi les autres utilisateurs de Facebook ne pourraient pas avoir droit à la même vie privée ? Bon, c'est un peu pervers parce que moi je le fais pas. Mais ce soir, on va au resto. Si on se fasse faire un selfie, on va se dire, tiens, on va taguer Éric Léandri, Frédéric Azoulay. Boum, on est à tel resto. Et ça y est, il a l'information. Alors, et on la partage. Sans vouloir embêter, celle-là, tu viens de la partager. Oui. D'accord. Alors maintenant, on va tous les deux ce soir au resto. On va se poser tranquille où là, on est en train de se parler, on est en train de s'interviewer. Toi, Frédéric Azoulay, tu as peut-être un iPhone ou un Android dans la poche. Si tu as un Android, tu as peut-être activé ton information de là où tu te trouves, sur l'iPhone aussi d'ailleurs, même si tu te mets en mode avion et continue à écouter tes pas et là où tu te trouves, et puis te le ramène après grâce au GPS. Ça veut simplement dire que tous les deux, Google et Facebook, là, maintenant, savent pertinemment, si moi j'avais un téléphone qui marchait un peu différemment du tien, peut-être qu'il le ferait pas, mais mettons que j'ai un téléphone classique du marché et toi aussi, ben tous les deux aujourd'hui, ils savent qu'on est en train d'être l'un à côté de l'autre, qu'on est au restaurant W ou qu'on est en train de se parler chez Quant. Et pourtant, j'ai rien partagé, j'ai pas mis la photo en ligne. Ce que tu me dis, je l'achète quand c'est toi qui partages, tu as fait le choix de le faire. Là où je l'achète plus, c'est quand derrière, on sait que tu y es, on sait que tu viens, on sait que tu es ce soir à la soirée, on sait que tu es là et on sait quelles sont les autres personnes qui étaient avec toi. On sait tout ça et pourtant, aucun d'entre vous n'a voulu la partager. Je l'achète plus, ça je l'achète pas. Au Canada, en Australie, ils se sont rendus compte que quand tu mettais le mode avion, il y avait encore plus de data qui était calculée, puisque dès que tu arrêtes et que tu te mets en mode avion, il commence à compter les pas grâce à l'accéléromètre. Il commence à regarder les différentes directions grâce au GPS et il envoie encore plus de data vers le serveur quand tu te reconnectes que quand tu n'es pas en mode avion. On a parlé de Bing et d'Azure, donc Bing, moteur de recherche, Azure, le cloud. Tu as les deux. Bing, j'ai bien compris. La puissance, c'est pour rattraper, voilà. Azure, alors j'ai un message, je pense que tu le connais, j'ai un message de Kevin Polizzi de Jaguar Network. Alors, je le vois ce soir, je crois. Comment ? Je le vois ce soir peut-être là. Je sais qu'à 8h, on va voir la souveraineté européenne. Et écoute, je lui passe le bonjour. Je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps, son podcast est sorti. Il me pose une question, il me dit, pourquoi tu n'es pas chez moi ? Alors... Et donc, et peut-être qu'Octave Klaba, d'OVH, irait, pourquoi tu n'es pas chez moi non plus ?
Mais bon, Kevin, c'est mon ami, alors on y va. Octave et OVH, il sait pourquoi, pour l'instant, je ne suis pas chez lui. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, le CEO d'OVH l'a dit l'autre jour. J'ai besoin de puissance de calcul en intelligence artificielle aujourd'hui qui n'est disponible qu'à très peu d'endroits dans le monde. Je peux l'avoir chez Google ou chez Microsoft. Je l'aurai un de ces quatre chez OVH et ce jour-là, je serai le premier à y courir. Et comme je le dis, OVH aujourd'hui est capable de fournir 90% de vos besoins. Donc, commencez par aller voir au lieu de dire, ouais, mais Quant non plus n'y est pas, donc moi je vais ailleurs. Mais je crois que c'est un constat avec Octave Kaba et qu'ils ne pouvaient pas, c'est ça? Exactement. Et donc, ils l'ont dit eux-mêmes. Maintenant, chez Kevin, c'est encore autre chose. Jaguar Network fait des choses vraiment top sur Marseille et compagnie. Maintenant qu'il est rentré dans la Galaxy Free, moi, j'aurais un retour assez rapide à lui faire, qui est très très simple. Et pourquoi tu mets pas Quant sur l'ensemble de tes devices? Parce que ça me permettra de faire deux choses. Avoir un peu plus de moyens pour acheter un peu plus de serveurs d'intelligence artificielle à mettre directement dans ton infrastructure. Donc, à la réponse pour Kevin, si ton infrastructure nous permet d'avancer dans le crawl et l'indexation en intelligence artificielle forte, bah écoute, on va tester aussi. Hein. C'est avec grand plaisir. Hein. Et simplement, de l'autre côté, pense aussi dans la coopétition, installe Quant un peu partout sur tes bornes maintenant chez Free, et je serais le plus heureux d'avoir les moyens de me payer une infra dans tes superbes data centers. Je t'invite à écouter le podcast, c'est le numéro 5, il est sorti la semaine dernière. La vidéo, non? C'est encore autre chose. Non, c'est pas ça. On fait de l'intelligence artificielle sur les photos. Maintenant, on passe à l'intelligence artificielle sur la vidéo. On sait faire aussi l'extraction du son. Donc, on est capable de retrouver du speech to text, du text to speech. Et là, ça nous amènera peut-être à un quantum, un de ces 4 matins. Et donc, l'indexation maintenant. Un quantum, tu veux dire un assistant, quoi? Ouais, un assistant personnel à qui tu vas pouvoir parler pour allumer la lumière, éteindre la lumière, lancer la musique, éteindre la musique, parce que les 3/4 du temps, vous faites que ça avec. Moi, je fais que ça d'ailleurs. Et oui, mais je sais, mais c'est pour ça que c'est drôle. Et la météo. Moi, aujourd'hui, et la météo, et tout un tas d'autres questions, la taille de la Tour Eiffel et compagnie. Tout ça, juste pour que tu saches, si tu viens sur Nice, tu pourras le voir, il marche le nôtre. D'accord. Voilà, toutes ces questions-là, on sait faire, mais après, il faut répondre à plein d'autres et c'est plus compliqué. Allez, on continue. Les métriques de Quant, chiffre d'affaires, tu communiques? Alors, je communique sans communiquer. Comment expliquer ça? Le chiffre d'affaires, c'est la En fait, polémique. on va en venir au modèle économique de Quant, comment vous gagnez de l'argent. Voilà, quoi. c'est ça. Mais le chiffre d'affaires, c'est la polémique de l'année. Alors, à chaque fois, chaque année, on propose des chiffres d'affaires qu'on espère faire et puis on les fait pas vraiment. On en fait un peu moins. On en fait du bon et on arrive à des bons niveaux de chiffre d'affaires. Mais souvent, on est en retard. Alors, évidemment, alors moi, je suis pas en bourse. Donc, techniquement... que je le fasse ou que je le fasse pas, ce qui compte, c'est que ça ait énormément de croissance et qu'on arrive à nos objectifs. Le truc à comprendre, sont contents. Ouais, le truc à comprendre, c'est le suivant. Tout ça, c'est complexe. Ça met toujours un peu plus de temps que ce qu'on espérait. En même temps, quelle est la chose la plus importante? Jusqu'à aujourd'hui, la chose la plus importante, c'était de réussir à faire un vrai moteur de recherche européen qui maîtrise ses propres technologies. Et ça, on l'a fait. Ça, on est allé au bout de ce qu'on avait à faire. Et maintenant, c'est juste des histoires de nombre de serveurs à rajouter. Ça, c'est la chose sur laquelle j'étais à fond, à 100% depuis 9 ans. Et là, je suis très heureux, moi, des résultats de cet été. Cet été, on a eu les tests de la DINSIC, de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité. La CNIL est passée aussi nous voir. Je peux pas vous donner les résultats des tests. C'est le gouvernement qui les donnera, c'est pas moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis très fier de mes ingénieurs. Voilà, et je suis très content de ce qu'on a réalisé et c'est déjà pas mal comme réponse. Mais donc ça, c'était ma préoccupation permanente depuis 9 ans. Ce que tu veux dire, c'est que tu veux pas réduire Quant à du chiffre d'affaires. C'est pas ça. Quant, c'est un projet. C'est pas ça. C'est d'abord il y a ça. Et maintenant que vous avez réussi ça, et maintenant qu'on a réussi ça, faut quand même payer les maintenant il faut passer à la monétisation des millions de personnes que l'on a tous les jours et aller plus loin dans la monétisation au jour le jour. Mais tu fais de l'AdWords, l'équivalent ou c'est ça. Nous, c'est de l'AdWords. Donc tu tapes iPhone, ce que je te disais tout à l'heure, tu tapes Free, tu tapes la nouvelle box de chez Free ou de chez Orange ou de chez Bouygues. Je te l'affiche, je te donne un lien pour y aller, qui est une annonce, une pub. Tu as aussi des liens shopping avec les différentes photos de la Freebox. Tu cliques dessus, tu vas sur le site de Free. Free nous recède 30 centimes ou 10 centimes ou 20 centimes. Ça, c'est le business model des moteurs de recherche. Ça, c'est le business model de Quant. Mais avec un système d'enchères, tout pareil? Alors,
Mais jusqu'à présent, excuse-moi, le tout pareil. Mais non, mais c'est très bien. Jusqu'à présent, on n'avait pas préparé notre système d'enchères. Donc, pareil, la publicité, j'allais la chercher ailleurs. Je l'ai outsourcée chez d'autres qui m'ont vendu de la publicité qu'ils avaient. Par contre, tu es limité par un coût pour 1000 ou un coût par clic. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, j'ai des millions d'utilisateurs, j'ai des partenariats qui me ramènent de la publicité, mais ces partenariats, ce sont des intermédiaires sur des intermédiaires qui, eux, ont vendu au client final. D'accord. Et jusqu'à cette année, je n'avais que ce type d'intermédiation. Depuis cette année, j'ai le droit de mettre ma régie pub. Et on vient de commencer la publicité chez Quant. Et on vient d'y ajouter de la publicité à nous. Résultat, le mois dernier, j'ai fait 30% de plus de chiffre d'affaires par rapport au mois d'octobre. Novembre, plus 30% de chiffre d'affaires. Décembre, on va être un très beau chiffre d'affaires. Janvier, février, on va être largement enfin dans nos chiffres puisque on va passer à de la monétisation. Donc aujourd'hui, le AdWords à Quant arrive. Si tu vas chez Publicis, si tu vas chez Havas, tu peux acheter de la pub directement chez Quant. Directement chez Quant. Mais le système d'enchères, c'est un open source ou vous l'avez développé ? On est en cours de développement sur le système d'enchères. Encore une fois, c'est ce qui vous tue en termes de rentabilité, de créer ces produits-là, quoi. Mais tous nos produits nous tuent en rentabilité. Ouais. Créer un vrai moteur de recherche a provoqué le fait d'avoir 110 ingénieurs. Le fait de faire de la publicité nous a obligés à avoir une quinzaine de personnes à travailler dessus. Le fait de faire des moteurs de recherche d'images nous met 4 à 5 personnes dessus. Le fait de faire des frontaux et des Quant juniors nous met encore 10 à 12 personnes dessus. C'est ça qui fait que ça coûte. Sauf qu'aujourd'hui, avec tout ça, c'est des technologies européennes en Europe. Et quand tu monétises ça, tu monétises tes technologies, tes utilisateurs et ta façon de voir le monde. Et le prochain challenge de Quant, c'est la monétisation de Quant. Et quand on aura réussi ce challenge et on est sur la très bonne voie pour le réussir, là, plus personne pourra nous parler du fait qu'on ne soit pas encore rentable parce qu'on sera rentable. Ça marche très bien, les moteurs de recherche. Sur les 130 personnes, tu as 90%, c'est des techs ? Alors en fait, on a sur 130 personnes, à peu près 103 personnes sont des techs. Ah oui, c'est beaucoup. Oui. Combien d'utilisateurs à peu près ? On ne compte pas les utilisateurs. Ce qu'on sait, c'est que les arrivées différentes sur notre site, on doit être facilement à 5 ou 6 millions. Mais ce qu'on compte, nous, c'est les requêtes. Donc les requêtes, aujourd'hui, c'est plusieurs milliards à chaque fois. Combien de pays ? Aujourd'hui, on a 166 pays qui passent nous voir tous les jours, mais les pays les plus importants, c'est France, Allemagne, Italie, Espagne, donc c'est là où Quant est traduit. Oui, c'est l'Europe. Moi, j'ai 2 choses sur Quant, puisqu'on parle de requêtes, d'utilisateurs, puisqu'on respecte la vie privée, on n'est pas vraiment capable d'avoir des bons métriques, ça c'est sûr et certain. Il y a quand même un truc qu'on a comme métrique, c'est pas très compliqué. Depuis le début de l'année, on a switché plus de 2 millions de personnes dans les entreprises. Depuis le début de l'année, on a switché aussi plus d'1,5 million de personnes dans les administrations et dans les régions. Là, on est en train de discuter de switcher peut-être le gouvernement si on a validé l'ensemble des audits de cet été. Ça fait plusieurs millions de personnes directes qui, eux, utilisent Quant tous les jours et on le sait. L'armée, Safran, Thales, c'est pas mal déjà. Rien que cela, c'est 400 000 personnes. Donc, résultat de l'histoire, on parle de plusieurs millions de personnes qui utilisent Quant tous les jours. Les 3/4 des banques françaises, les assurances, Allianz, d'autres. Tout ça, c'est des millions de gens. Mais comment t'empêches que la personne à la banque qui a Quant... Pas sur Google, on perd à peu près 20% des gens, donc 80% restent. Parce qu'une fois que tu es dans Quant, tu peux taper Google. De toute façon. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, ça, c'était la bonne blague de certains qui disaient que le truc le plus tapé dans Quant, c'était Google. Alors, j'ai juste une bonne blague pour tout le monde. Si vous tapez une seule fois Google et que vous y allez, Google va vous dire qu'il n'est pas votre moteur de recherche par défaut. Vous faites OK et boum, vous êtes retourné sur Google. Donc, je pense que les gens ne sont pas suffisamment bêtes pour passer leur journée à taper Google dans Quant. Mais tu le sais, les requêtes les plus tapées, puisque c'est les requêtes les plus tapées, oui. Qui les tape, non. D'accord, c'est toujours pareil. Ouais. Voilà. Donc c'est pas très compliqué en fait. Aujourd'hui, je peux vous dire 2 choses. Quant, c'est 4 à 8% du marché français, et ça sera beaucoup plus quand l'État va basculer. Est-ce que c'est déjà arrivé ailleurs dans le monde que Google se fasse prendre autant de points sur un seul marché ? Non. Mais des Quant, il y en a d'autres dans le monde ? Ah ben non, aujourd'hui il y a 8 moteurs de recherche sur la planète, vrais moteurs qui ont des crawlers et des indexeurs. Pas des métamoteurs. Le reste c'est des métamoteurs. Et ces 8 moteurs-là, il y a les Chinois, il y a le Coréen, il y a Seznam chez les Tchèques, il y a Yahoo Japan au Japon, il y a les Américains, il y a le Russe Yandex. Et puis c'est tout. Et puis il y a Quant. On rappelle ce que c'est le métamoteur. Métamoteur, c'est un moteur qui agrège les données d'autres moteurs, qui les achètent. Comme moi, je fais quand j'achète du complément sur de la photo, par exemple, ou du complément sur les pays où je ne suis pas. Sur la vie privée,
qu'est-ce que tu penses de cette phrase ? Ça me dérange pas. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus intelligent que ça. La phrase, c'est je n'ai rien à cacher. Voilà, c'est ça. Et le je n'ai rien à cacher, ça a été inventé. Alors là, c'est mon point Godwin de suite. C'est pendant la guerre en 39-45 par la propagande nazie. Donc, je n'ai rien à cacher, donc j'ai pas de souci. Vous confondez tout. Quand je rentre chez moi le soir, je ferme les rideaux et pourtant j'ai rien à cacher. Malgré que je sois corse, je n'ai pas lancé ma production de méthamphétamine. C'est juste que je ferme les rideaux parce que je vais me coucher avec ma femme. Voilà. La vie privée. Les choses qui concernent les problèmes de santé, les choses qui concernent le couple, les informations d'une famille, les correspondances privées entre les gens ou le secret des affaires. Et là, je vais monter d'un étage dans le « je n'ai rien à cacher ». Toutes les entreprises du monde ont quelque chose à cacher. Pas au fisc, pas à la police, pas parce qu'elles ont... Non, juste une réponse à un appel d'offres. Vous ne donnez pas à votre compétiteur le chiffre que vous avez mis dans l'enveloppe, par exemple. Vous êtes en train de créer un nouveau brevet ou une nouvelle molécule. Vous êtes un grand laboratoire pharmaceutique. Vous avez dépensé des centaines de millions pour la créer. Vous pensez que vous la mettez de suite sur Internet pour que les autres puissent la déposer à votre place ? Non, c'est n'importe quoi. Ce qu'on essaie de vous vendre, c'est que la vie privée, ce n'est plus grave, ce n'est pas grave. Qui l'a sorti tout ça ? Nos amis de chez Google et de Facebook pendant des années pour vous expliquer que c'était fini. Facebook, c'est la première personne qui vous a expliqué que plus personne n'aura de vie privée, que c'est un truc has-been. Et pourtant, maintenant, que fait Facebook ? Il est en train de nous expliquer que vous avez des nouvelles règles de vie privée. Google vous explique qu'il va vous garantir la vie privée. Il sort un truc tous les jours, de toute façon. Tous les jours, il sort un truc. Et tous les 3 jours, vous avez un scandale. Donc, s'il vous plaît. Non, mais tous les jours, il y a un rétroprédalage en disant voilà, on va protéger vos données, on protège les cartes. C'est les mêmes qui vous disaient que la vie privée n'existait plus. Donc, arrêtons. Ce qui n'existe plus, ce n'est pas la vie privée. Ce qui n'existe plus et qui doit réexister maintenant grâce à des alternatives comme nous, grâce à d'autres produits souverains européens, grâce à d'autres idées souveraines type Brave, qui ne sont pas tous européens, c'est américain, c'est le retour à la vie privée sur Internet. Ça doit se remettre à exister. Voilà. Et ça va exister maintenant. Et le cookie, le fait est, par exemple, même si ça reste anonyme, le fait est que mon billet d'avion, je vais l'acheter le mercredi, il va être moins cher. Mais si je retourne 1 heure après, il va être un peu plus cher. Est-ce que, tout en étant anonyme, parce que c'est un cookie peut-être, hein, est-ce que ça aussi, Brave et Quant luttent contre ça ? Alors Quant, il n'y a pas de cookie. Donc vous ne pouvez pas avoir ces informations-là. Donc il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que Quant, tous les jours, vous pouvez faire la recherche 50 fois sur les billets d'avion. Quand j'ai le billet d'avion, vous aurez 50 fois le vrai prix sur les résultats du moteur. Puisqu'on ne sait pas si c'est toi ou moi qui cherche, on n'a pas l'information. Et donc, ça sera le prix que j'ai sur le billet d'avion. Ils ne pourront pas savoir que tu le cherches pour changer son prix. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est sur les résultats de Quant. Quand tu sors de Quant et que tu as activé un navigateur comme Brave qui te protège en empêchant les cookies de s'installer ou en les effaçant quand tu reviens et quand tu t'en vas, ben encore une fois, tu peux de nouveau te reprotéger de cette façon-là. Parce que dans Chrome, si je mets le vie privée, c'est pas suffisant. Ah bah non, mais là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est privé. C'est entre toi et Google. Ouais, ah oui. Mais juste Google, c'est la plus grosse base de real-time bidding du monde. C'est quoi le RTB ? Le RTB, c'est la revente de tes données sur Internet derrière. Moi, il y a un truc qu'il faut essayer. Et ça calme de suite. Ça s'appelle Lightbeam. Ou Panopticlick. Ouais, ou Panopticlick. Mais Lightbeam, c'est vraiment joli. Tu vas sur Firefox. Comment tu vas t'installer Lightbeam, Light comme la lumière, et Beam, B-E-A-M. D'accord. Tu t'installes cette option Firefox. Tu vas sur différents sites et tu cliques sur Lightbeam. Et là, boum, va s'afficher tous les liens entre les sites et tous les petits liens que tu verras partout avec des sites au milieu, Google qui sera au centre de tout, Facebook, Twitter, Amazon. Tout ça sera lié à tous les sites que tu as vus. Tous les liens que tu vois, c'est la revente d'informations qui est en train de se faire de tes données à travers le web. En temps réel. Et là, si tu vas sur Quant, tu vas voir, il y aura Quant là, tout petit, avec des petits triangles qui sont connectés à Quant, qui sont toutes nos dépendances chez Quant, et on est lié à personne. On n'a rien à vendre. On n'a rien à distribuer ailleurs. Tous ces liens-là sont en train de vendre tes données tout le temps. C'est pour ça que je m'insurgeais beaucoup contre l'idée qui était de dire « Ah, mais moi, je veux vendre mes données perso, comme ça, je vais me faire de l'argent. » Tu vends une fois ton nom et ton prénom
Et à partir de là, c'est dans la base et tout le monde te le vend toute la journée et tu n'as plus à le revendre parce que personne ne te l'achètera. On te connaît déjà. Tu vends une fois des informations concernant ton doigt. Alors, je te le fais rapidement. Tu démarres ton iPhone avec ton doigt, c'est très bien, ou avec ton visage, c'est super. Eh ben, ces informations-là, si on pouvait les revendre, tu vas le changer comment, ton empreinte digitale? Alors, tu peux te mutiler, tu peux couper ce doigt, ça te fait plaisir. Tu ne revendras pas 2 fois tes données. En fait, c'est le pot de terre contre le pot de fer, mais là, c'est même plus de la terre, c'est du pot de sable en sable contre du pot de fer. Tu n'es pas contre, ou Brave n'est pas contre les cookies tous azimuts. C'est-à-dire que sur l'e-commerce, par exemple, tu mets ton panier, tu reviens un jour après, ton panier est encore plein, ça, tu l'acceptes. Et c'est très différent. Ça, c'est du cookie d'usage. Le cookie, à la base, n'était pas un outil. Explique bien ce que c'est la différence. Le cookie, à la base, servait simplement à... Je crée un panier, j'ai une session, j'y mets mes informations, je reviens, elles y sont toujours, c'est parfait, je sais ce que j'y ai rempli, je vais ailleurs sur les pages. Quand je passais d'une page à l'autre, je gardais mes mêmes informations. Par exemple, je change la couleur parce que je préfère noir que blanc sur Quant. Ça reste dans l'information sur le disque pour que ça soit toujours black. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand tu es abonné, par exemple, je sais pas moi, à Qobuz, par exemple, ou à Deezer, ça évite aussi de se loguer toutes les 2 secondes. Je suis d'accord. Bon. Ça, c'est du cookie de session. Ça va te permettre de te connecter. Tu sais, d'ailleurs, cette histoire de cookie, ça me fatigue. Moi, je dirais cookie de session, on devrait appeler ça données d'usage nécessaires au service. Et les autres, soit on garde cookie pour ce nom-là, tu vois, les données d'usage nécessaires au service, et les autres, on devrait les appeler les cheesecakes. C'est 10 fois plus gros, c'est plein de tout. C'est super sucré dans tous les sens et il y en a des tonnes. Donc, résultat, il faudrait changer le nom. Cookie, c'est le petit machin tout petit, très sympa et compagnie. Cheesecake, c'est la suite. Tiens, je vais te donner un cas de cookie. Quant n'a pas de cookie aujourd'hui. Donc, mon community manager s'amuse énormément à rigoler sur les cookies. Ah, t'as des cookies, l'autre, il a des cookies. Moi, j'ai pas de cookies. Ha, 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 je mange pas de cookies, blablabla. Quand on va faire le webmail de Quant, pour t'inscrire et rester connecté, tu sais quoi? Tu auras un cookie. Il n'y a pas d'autre solution pour que OpenNote te garde connecté. Hein. Voilà. Sauf que c'est un cookie de session qui te permet de rester connecté. Non, celui dont tu me parles. Un cookie, il faut l'expliquer, c'est un petit fichier qui reste sur l'ordinateur en local. Ce n'est que ça au début, mais ça a été utilisé pour transférer toutes tes données, pour remonter de l'information. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas que les cookies, il y a aussi ton navigateur. Si ton navigateur a par exemple un user agent très spécifique, s'il a des informations à remonter côté Google, Chrome dont on parlait tout à l'heure, s'il remonte les informations au fur et à mesure de ta navigation, tu as plein de choses qui remontent de la data vers le web. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que si tu veux garantir ta vie privée, il faut faire un tout petit peu attention à plusieurs choses. Un moteur de recherche qui respecte la vie privée, c'est important. Alors, il raconte tout ce qu'il la respecte. Hein. Je peux te dire que... Voilà, on va dire pas de la même façon. C'est comme le bio, tu as du très bio, du pas très bio. Bon, voilà. La deuxième chose, tu fais attention à ton navigateur. La troisième chose, tu te mets un VPN et tu essaies d'en prendre un qui ne revend pas tes balades sur Internet. Et la quatrième chose, si tu veux aller un peu plus loin, tu installes aussi tout un tas de services qui te protègent parce qu'ils sont open source, type ce que propose Framasoft. Le cloud out, comment tu pourrais pallier à ça? C'est facile. Tu es obligé d'être en Europe. Tu dois être une société européenne. Tu dois rester en Europe. Tiens, on parlait tout à l'heure de moteur de recherche, de métamoteur. DuckDuckGo t'annonce protéger la vie privée. Il est aux États-Unis, il est sous Cloud Act. Comment il fait? C'est facile. Il est sur Amazon Web Services. Donc, DuckDuckGo n'a rien sur toi, mais il est sur Amazon. Donc, il suffit que tu appelles Amazon. Comme ça, eux, ils sont sous Cloud Act. Dans l'absolu, même si toi, tu n'as rien sur personne, tu héberges juste des pages, en fait. Alors, c'est des index. Moi, je n'ai rien sur personne. J'ai les pages, j'ai les index, mais je suis dans ma propre infrastructure. Tu peux pas m'appeler pour me demander de la donnée puisque moi, je n'ai rien. Si j'étais dans l'infrastructure d'Amazon, tu passerais par Amazon tous les jours pour venir chez moi et sortir de chez moi. Oui, mais de toute façon, on va trouver les choses qu'on trouve sur j'ai juste des URL. Alors, le truc, c'est qu'on trouve des URL, mais si on sait les lier à toi parce qu'on a ton IP chez Amazon, alors on sait te retrouver. Dans mon cas, on ne sait pas te retrouver. Tu pourrais discuter comme ça avec Criteo? Bien sûr, mais moi, Criteo, j'aime beaucoup l'idée. Ouais. Tu connais la différence entre Criteo et moi et Google? Non. C'est facile. Criteo, il est installé sur Fnac, sur Darty, sur tout un tas de choses. Tu es d'accord? Et tu vas et tu regardes ton appareil photo. Et puis tu vas sur un autre site et tu revois ton appareil photo. Tu es d'accord? Oui. Bon, très bien. Donc c'est un peu fatigant de temps en temps parce que tu l'as déjà acheté ou tu l'as acheté ailleurs et tu vois quand même des appareils photo. Mais c'est ça le business model de Criteo.
Ok ? C'est clair et net, c'est du shopping. Tu sais quelle est la différence avec moi ? C'est que chez moi, tu vas aussi chercher pour tes problèmes de santé, tu vas chercher pour tes problèmes de couple, tu vas chercher pour tes problèmes de tendance sexuelle et de réflexion globale, tu vas chercher pour tout et je vais te connaître mieux que ta mère si je garde les informations te concernant. Alors imagine 2 secondes maintenant un Criteo qui en plus sait tout ça sur toi et qui peut s'en servir pour les revendre à tout un tas d'autres personnes. C'est ça Google et c'est pas ça Criteo. Donc je dis pas que j'aurais fait Criteo. Je dis pas que je suis super content de l'invention du retargeting. Je dis juste que Criteo s'arrête à quelque chose, alors que l'autre prend tout. Mais par contre, tu es d'accord dans Apple quand ils vissent un peu leur système de cookies pour Criteo, quoi. Mais ils le font pas que pour Criteo, ils le font aussi pour Google. La différence, c'est qu'Apple, il a une petite particularité qui m'ennuie un tout petit peu. C'est ils sont très bons à ce genre de jeu. Et bravo pour ce genre de réflexion sur comment faire pour que les données ne soient pas transférées d'une app à l'autre et tout un tas de choses comme ça. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est que j'aimerais bien qu'ils aillent au bout de leur logique et pourquoi est-ce qu'ils acceptent pour 12 milliards de donner l'ensemble de tes informations à Google. Tu vois, c'est à un moment, quand il y a une boîte qui vaut des centaines de milliards, c'est quelques milliards de plus ou de moins si tu veux faire de la Après, il y a un aspect financier parce que je te souhaite que tu arrives à convaincre le plus de monde possible. Mais quand on ne connaît pas ou qu'on ne veut pas de toi, le gars, il achète un iPhone, il n'a pas Google, il le ramène. Non mais t'inquiète pas. Voilà. J'allais juste au bout du délire. Sûr. Je dis simplement, Criteo peut pas jouer contre Google à l'intérieur de Safari. Google peut jouer à l'intérieur de Safari. Donc à un moment, il faut pas non plus tuer les business models des autres sous prétexte de vie privée en permanence quand le business model n'attaque pas la vie privée. Là où la vie privée est vraiment impactée, c'est quand on sait tout sur tes problèmes médicaux, pas quand on sait que tu veux t'acheter un téléphone rose ou un téléphone blanc. On arrive aux dernières parties. Alors, je voudrais parler un peu des GAFAM. France Inter titre « Quant, un Français à l'assaut des géants du numérique ». Donc, quand tu entends GAFAM, BATX, ça t'inspire quoi en fait ? Rien d'autre valeur. Ça m'inspire des géants qui sont remarquables par la puissance, par l'argent, par tout un tas de choses. Ça m'inspire aussi une deuxième chose, c'est pas tous les mêmes. C'est pas tous les mêmes. Et même si on met un AM, et si tu veux rajouter Microsoft au GAFA, c'est pas un problème. C'est pas tous les mêmes. Ils ont pas tous les mêmes business models. Apple n'a pas le même business model que Google et Facebook. Pas du tout. Même Microsoft, c'est pas le cas non plus. Donc, résultat, Google et Facebook aujourd'hui, pour moi, sont des data predators. Les BATX sont les géants chinois capables de choses extraordinaires en puissance. Tu prends WeChat là-bas, même les mendiants reçoivent des sous via WeChat. Donc, ils ont enlevé quasiment le cash de la rue pour le transformer par du paiement WeChat pour 800 millions de personnes. Leur capacité à créer des choses extraordinaires est là. Tous. De Facebook à Google en passant par les BATX. Est-ce que nous avons les mêmes valeurs, la même façon de voir le monde et est-ce que nous avons le droit à l'alternative avec des choses différentes ? Moi, je crois que oui. Donc, on n'est pas à l'assaut. On est juste... Allez, si tu prends un miroir, on serait une petite partie du miroir qui te reflèterait ce qui ne va pas. C'est pas compliqué. Nous, on est juste là pour t'apporter autre chose et le droit à l'alternative. Et je pense que les GAFA, et pour revenir à celui que je connais le plus, qu'on a dû faire condamner, et les BATX demain agiront sûrement pareil, ont un problème. Ils veulent 98% du marché. Sky is the limit. Et la limite, c'est 100% d'un marché. Et moi, je te le dis, je crois qu'on n'est pas à l'assaut. On est juste le droit à l'alternative et le droit d'exister. C'est les deux choses que l'on doit avoir le droit d'avoir, que ce soit contre les GAFA, contre les BATX. Et si on n'a pas le droit, avec nos valeurs, de faire 100 boîtes qui valent 1 milliard en Europe, qui ont d'autres valeurs, alors j'ai peur que le monde se réduise à choisir de donner tes données à gauche ou à droite, et choisis vite, parce que de toute façon, eux, ils vont pas te donner le choix. Ce que j'apprécie, je le savais pas parce que je le pensais pas quand je t'ai vu tant de fois interviewé. Effectivement, il y a ce mot qui a été dit depuis le début, c'est l'alternative. Et tu respectes vachement les autres. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'exister. Je suis pas sûr que l'inverse... Non, ça c'est plus dur. Ouais. Voilà. Mais je trouve ça admirable. Non, c'est très gentil, mais c'est depuis le début toujours la même chose. Évidemment qu'on respecte les autres sans... Mais pourquoi il y a un problème en fait ? Pourquoi ? Mais parce c'est que noble comme leur truc. business model veut 100% des choses. C'est comme ça. Vous êtes dans une guerre totale. Et tu sais, en plus, il y a un autre problème. On vient de s'en rendre compte récemment. Winner takes all. Ouais, alors ça, c'était la grande phrase. Il y avait 2 grandes phrases. Tu n'as rien à cacher, winner takes all. Ouais. Ah voilà. Donc ça y est, winner takes all. Donc ça y est, ils ont tout gagné et plus rien à faire. Rafle tout. Ouais. Bon, très bien. Netflix, winner, non ?
Ouais. Non ? Ok, Disney Plus vient de débarquer, putain, ils sont en train de prendre du monde. Hein. Oui. Apple a compris, il est en train de faire son truc, même s'il a 3 séries, il est en train de te vendre toutes les autres. Google TV est en place. Canal vient de comprendre et fait du super boulot pour essayer de rattraper Netflix maintenant, alors qu'avant, ils avaient 10 fois plus de ils sont séries, associés, 10 fois plus Donc, tout le monde s'y met. Il n'avait pas gagné, Netflix ? Pourquoi ils lancent des compétiteurs à droite à gauche ? Mais c'est débile. Netflix a gagné. C'est quoi ça ? C'est fini. YouTube d'ailleurs avait gagné avant Netflix. Oui, d'accord. Donc, mais BlackBerry et Nokia, ils avaient gagné aussi. Mais c'est ce que j'essaie de dire. C'est pas winner takes all. Tout ça, c'est du flan. On a le droit d'avoir. C'est pas winner takes all the life. C'est fini. Non, c'est pas seulement ça. C'est fini. Internet a grandi. Je vais être très clair. L'Europe, 35 milliards de chiffre d'affaires pour Google en Europe. 35 milliards. L'année prochaine, ça sera 40 ou 38. OK ? C'est 10% de croissance par an. Donc, 5 à 10% du marché, ce qu'on essaie d'obtenir jusqu'en 2021, 5 à 10% du marché européen. C'est tout, hein ? Ça veut dire 3 milliards potentiels de chiffre d'affaires. Et on a divisé ça encore par 10, ça fait 300 millions de chiffre d'affaires parce que nous, on ne vous traque pas, on ne revend pas la donnée. Sans vouloir t'embêter, c'est pas assez. Tu trouves que c'est pas des sociétés qui méritent de vivre et de grandir 3 milliards ou 300 millions de chiffre d'affaires ? 1 milliard ou 2 milliards ? En fait, le chiffre d'affaires européen de la publicité globale, c'est à peu près 55 milliards à 60 milliards en ligne. Là-dessus, il y en a un qui en a 40 milliards. Les autres ont les 20 milliards qui restent. 10% de ça, c'est 6 milliards pour les boîtes européennes. On doit les prendre sur d'autres valeurs. On est en train de parler de marché structuré sur lequel on doit se battre et gagner des parts. C'est fini le moment winner takes all parce que sinon, si c'était winner takes all, alors on est 8 sur la planète et c'est terminé. Il faut arrêter. Et je te le disais tout à l'heure, la Caisse des dépôts devrait à ce moment-là investir dans Google, Apple, Facebook, Microsoft, Baidu, Tencent et qu'est-ce que dans le BATX, j'ai oublié le X, mais à la fin de la journée, c'est ça. Xiaomi et Huawei. Non, mais non, arrêtons. C'est le bon moment, c'est le moment où on vaut de l'argent. Mais pourquoi on n'emmerde pas Spotify ? Spotify, on l'a emmerdé énormément. Je crois que vous en êtes même pas rendu compte. Non, parce que le dernier milliard, quand ils l'ont levé en Europe, ça a été un enfer pour eux d'aller lever les 100 ou 200 millions sur les dernières valos avant d'aller en bourse aux États-Unis. Quand ils sont arrivés en bourse aux États-Unis, ils ont fait x24. Donc les derniers qui ont mis ont fait x24 du jour au lendemain quand ils sont introduits en bourse aux États-Unis. Sauf qu'aujourd'hui, Spotify, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si Google les rachète, YouTube essaie de racheter Spotify en ce moment. Si YouTube rachète Spotify, il repasse numéro 1 ou numéro 2 de la musique devant Apple. Donc le truc à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on nous embête à nous ? Parce que mon marché à moi, c'est un marché qui consiste à dire nous pouvons être souverains, nous pouvons reprendre notre place, nous pouvons faire quelque chose avec d'autres valeurs. Ça embête tous ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs, ça ennuie tous ceux qui vivent du RTB parce que la revente de données personnelles, c'est quelque chose de très très important. Ça pose problème et ça remet sur la table le fait que, en fin de compte en Europe, peut-être qu'il faut qu'on investisse. Ça fait beaucoup de remises en question et sans vouloir embêter personne, les BATX et les GAFA sont ceux qui achètent le plus de sociétés. Donc, sans vouloir t'embêter, tu demandes à des investisseurs d'investir chez toi et en même temps, ils revendent les sociétés dans lesquelles ils ont investi à Google et les autres. Tu as vu Dataiku, là, il y a quelques jours. Dataiku, c'est une société française qui s'est mise aussi aux États-Unis, qui a récupéré, grâce au RGPD, tout un tas de données pour pouvoir les retravailler avec de l'intelligence artificielle et les revendre sur le marché. Comment ça, grâce au RGPD ? Oui, parce que Dataiku prend les données en respectant les obligations de protection des données personnelles, les rend propres, les rend utilisables, les rend traitables et peut faire de l'intelligence artificielle dessus et les vend entre sociétés. Qui a investi dedans pour une valorisation maintenant d'1,4 milliard pour Dataiku ? Capital G. Qui est Capital G ? C'est le nouveau nom du fonds de Google Alphabet. D'accord. Qui vient donc d'investir dans une boîte française, européenne, qui avait fait du RGPD son cheval de bataille pour la gestion de la donnée. Serena Capital a revendu une partie de son action, il a fait 100 fois la mise, avec Capital G. Mais tu connais quelqu'un d'autre qui l'aurait acheté ce prix-là, toi ? Est-ce qu'il y a un problème Je pense qu'il y a de la polémique à cause de moi. Je pense que j'ai autant de qualité pour amener le produit là où il est, que j'ai de défauts pour amener le produit là où il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la polémique, c'est
Est-ce que Quant est parfait? Est-ce que Quant est pur? Est-ce que Quant est blanc? Est-ce que Quant a un chevalier blanc à sa tête? Est-ce que nous sommes le nouveau je ne sais quoi d'ailleurs, parce que je ne connais rien de parfait dans ce monde. Non, mais est-ce que Quant dérange? Alors, Quant dérange, c'est sûr. Oui. Quant dérange, c'est sûr. Je dérange, c'est encore plus sûr. Certains de nos propos dérangent, c'est certain. Oui. Est-ce que Quant lui-même, et c'est ce que je disais au début de notre interview, mais je te le répète à la fin, est-ce que Quant lui-même, Quant, a comme mission de faire que je sois riche? Non. Est-ce que Quant lui-même a pour mission de vous donner une alternative européenne en protégeant vos données personnelles tout en étant capable de faire suffisamment d'argent pour ne plus avoir à dépendre de levée de fonds? Oui. Est-ce que, à la fin de la journée, Quant pose un problème à certains? C'est certain. Est-ce que les gens qui polémiquent, parce que c'est toujours un peu les mêmes sur les réseaux sociaux et c'est parfois toujours les mêmes histoires dans la presse, le font de façon totalement objective et sans aucune aide extérieure pour les amener à penser ce qu'ils pensent? Oui pour certains et non pour beaucoup d'autres. Donc moi je te le dis, aujourd'hui la polémique elle n'est pas que naturelle. Elle est instrumentalisée par certains et moi je pense que d'ici un an ça ira beaucoup mieux et ça sera plus clair. Écoute, moi de preuves j'en ai pas. Ce que je sais c'est que depuis que j'ai fait condamner Google à 4,2 milliards sur Android, j'ai des articles à la charge qui ont démarré quelques semaines après. Ce que je sais c'est que dès que j'ai des soucis ou dès que je commence à avoir une grosse croissance ou qu'on prenne des parts de marché ou qu'il y a des annonces comme la bascule de l'État, les polémiques partent dans tous les sens. Et ce qu'il y a de fou, on a eu un board il y a quelques jours et suite à ce board, quelques minutes après ce board, j'ai été appelé par l'AFP pour savoir comment s'était passé ce board. On est une boîte de 130 personnes qui n'est pas en bourse et qui pour l'instant se bat pour prendre des parts de marché. J'espère qu'ils n'appellent pas toutes les boîtes de 130 personnes qui ont eu un board. Bon, ça te fait du buzz. Ce que je veux simplement dire par là, c'est la fonction sociétale, l'idée derrière Quant, l'envie de souveraineté européenne, l'envie de donner d'autres valeurs. Je pense que c'est suffisamment grand pour avoir droit à la presse. Après, nos petites erreurs, nos erreurs plus grandes, mes erreurs, ce que je suis et ce que l'on fait de bon et de mauvais, on peut le commenter toute la journée. Ce qu'on veut faire vraiment, c'est juste ce qu'on dit depuis toujours. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se plaint toute la journée qu'il n'y ait pas des BATX ou des GAFAM européens. On a l'occasion avec toi d'avoir quelque chose de bien, ou Spotify, ou peu importe. Mais ce club-là, vous pourriez être ce club, et il y a une polémique que je t'avoue, franchement, et en toute honnêteté, je ne comprends pas. Mais bon. Écoute, OVH aussi a eu de la polémique, Free a eu de la polémique. Moi, ce que je vois, c'est dès que c'est européen, je crois qu'on a bien de la polémique. Et il n'y a pas que du bashing qui est... Et encore une fois, je ne peux pas aller au bout, mais je vais te dire les choses très, très clairement et très franchement. Je ne pensais pas, en ayant fondé Quant, que je devrais aller à la police pour porter plainte. Je ne pensais pas, en ayant fondé Quant, qu'il me faudrait autant d'avocats pour faire avancer les choses. Je ne pensais pas, en ayant fondé Quant, qu'il faudrait que l'on se batte sur tous les fronts, y compris les RP, pour aller obtenir des choses qui m'ont l'air simples, c'est-à-dire juste le droit d'accès au marché, juste le droit d'accès à tes téléphones. Je ne pensais pas tout ça. On a dû le faire, on l'a fait, je continue à le faire. Je te dis juste, ce n'est pas simplement une petite histoire entre des petites polémiques. C'est vraiment aujourd'hui une guerre de position entre ceux qui défendent le fait de protéger les citoyens et ceux qui considèrent que l'argent est roi et doit continuer à être roi. On va terminer, j'aime bien terminer par des questions personnelles. À quoi elle ressemble la journée type d'Éric Léandri ? Elle commence tôt, la semaine. Elle finit tard. La semaine, elle commence, tôt et elle finit tard aussi, la semaine. Mon problème du moment, c'est que Éric Léandri, il a aussi 2 filles. Il en a 3, en fait. Mais 2 petites et une plus grande. Et ce qu'il aimerait, c'est les voir beaucoup plus. Donc la journée et la semaine d'Éric Léandri va être différente, j'espère, assez vite. Mais pour l'instant, elle commence parfois à 3 ou 4 heures ou 5 heures du matin pour aller prendre un avion rapidement, pour me déplacer soit en Europe, soit entre mes équipes. Elle peut se continuer par des tables rondes ou des discussions. Elle continue par des discussions avec mes équipes techniques pour savoir comment améliorer le produit. Elle continue par des discussions avec mon board et mes différents actionnaires pour choisir la suite de Quant et vers où on veut aller. Elle peut continuer avec des investisseurs et elle aura de toute façon toujours un c'est jamais rouge. La même. C'est Quant.
C'est jamais la même, mais c'est toujours Quant à 250%. Et donc, aujourd'hui, ce qui me plaît, moi, et je vais être très clair avec vous, Quant, c'est une société auquel je crois, c'est une société que je veux bien plus grande qu'Éric Léandri, et juste, Quant, c'est pas mon bébé, comme certains l'ont dit, c'est le bébé de tous les gens qui ont mis de l'argent, du temps, et qui ont travaillé, et qui travaillent tous les jours chez Quant. Mes bébés, je les connais, j'en ai 3 et j'ai besoin de les voir encore plus. T'as des soupapes, tu fais du sport, quelque chose ? Ouais, je fais du handball quand j'ai 2 minutes et je continue à jouer en corpo. Et mes soupapes, c'est le fait de pouvoir voir ma famille et mes amis. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné ? Alors c'est facile, tu n'as pas de... En fait... c'est pour rigoler, hein, mais c'est très simple. Il y a un conseil qui m'a fait rire, c'est celui qui disait que tu n'as pas une deuxième chance de faire une très bonne première impression. Et je vais te dire ce que j'en pense. C'est faux. Donc tu as toujours une deuxième chance, tu as toujours le temps de te rattraper, tu as toujours le temps d'avancer. Et le meilleur des conseils, c'est celui d'écouter beaucoup, mais de prendre tes choix toi-même. Hein. Donc comme j'en ai pas écouté beaucoup des conseils, je vous le dis à tous. Écoutez ce que vous avez envie d'écouter et faites avancer. Moi, j'ai pas de conseils à vous donner et je pense simplement que si vous voulez que votre boîte aille loin, entourez-vous de gens qui ont des vrais avis, qui font des vrais choix, qui sont plus intelligents que vous. Les conseils, vous savez, les conseillers sont pas les payeurs. Donc, à vous de voir là où vous voulez aller. Je crois qu'il faut que vous pensiez à vos choix et au sens de ce que vous faites. Et c'est le sens qui donne le conseil plus que le reste. Et comment tu progresses ? Tu lis ? Il y a quoi sur ta table de chevet ce soir, par exemple ? Un livre sur l'intelligence artificielle que j'ai récupéré hier chez quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais qui a passé 3 ans à l'écrire et qui est un spécialiste de la philosophie. C'est lequel ? Le nom de l'auteur devrait pas t'aider. Il est dans mon sac et c'est écrit en anglais, donc il faudrait que je te le montre. Ça. Tu écoutes des podcasts, tu t'informes comment ? Tu lis des journaux Je lis beaucoup grâce à Kindle dans les avions et sinon j'ai un moteur de recherche. Kuber, non ? Tu fais pas Kuber ? J'ai un moteur de recherche donc je passe mes journées dans la joie et la bonne humeur à chercher des choses sur Internet et à regarder des choses. Puis après, quand j'ai le temps, mais c'est toujours pareil. Vu tout ce qu'on a à faire, le temps de lire est pas toujours là, mais vu le temps qu'on passe sur les mobiles ou dans les avions, il reste encore un peu de temps pour comprendre les choses. Tu as des mentors ou tu as eu des mentors ? Quelqu'un qui t'a impressionné ? Des gens qui m'impressionnent, j'en ai tous les jours. Des gens très forts qui m'impressionnent, j'en ai tous les jours. J'en ai même dans mes équipes. J'ai des gens que j'aime beaucoup. J'ai des gens comme... Il y a aussi des gens qui... leur façon de présenter les choses et compagnie. Je suis très content de travailler avec des Tristan Nito. Je suis très heureux de travailler avec des Sylvain l'ancien de Mozilla. Ouais. Je suis très impressionné par certains génies qu'on peut avoir et chez nous et ailleurs. Je trouve certains gamins géniaux et des types... très fort. Tout à l'heure, j'ai vu un philosophe très très intéressant sur un plateau. Le vrai truc, c'est que je suis plus intéressé par les différentes idées qui peuvent venir des gens que par les gens eux-mêmes dans leur vie, dans leurs petites choses, que par je veux dire, je suis pas fan, j'ai pas de poster de personne. Je trouvais Michael Jordan extraordinaire et c'est peut-être la seule personne qui m'a fait arrêter de regarder le basket le jour où il a raccroché les baskets. Donc, mais pas d'entrepreneur. Des entrepreneurs en fait, sont tous extraordinaires. Elon Ouais. Musk, il est absolument incroyable et en même temps, il est absolument fou. Donc, il m'amuse là-dessus. Gates est absolument incroyable et en même temps, il est sur le toit du monde. Eric Schmidt est un génie absolu qui a fait de Google ce qu'il est parce qu'il avait commencé par se dire on doit être la Suisse du monde. Voilà, des gens géniaux, j'en connais à travers la planète. Un gars comme Tim Cook, tu l'as rencontré ? Non, Tim Cook, je l'ai pas rencontré. Steve Jobs, qui a créé ce qu'est Apple aujourd'hui et qui s'est fait virer et qui ensuite est revenu, ce sont des gens géniaux. Est-ce que ça veut dire que ce sont des gens qui dans leur vie de tous les jours, sont toujours géniaux ? Non. Le truc, c'est j'aime bien voir ce que font les gens et c'est ça que je regarde. En fait, et je crois que ça, c'est vraiment la différence entre la façon dont je regarde les gens et le reste. J'aime bien voir ce que font les gens, pas ce qu'ils disent. Je regarde beaucoup ce qu'ils font plutôt que ce qu'ils disent. Et dans mon cas, j'aimerais bien être jugé sur ce que je fais et pas sur ce que je dis. Parce que des fois, je dis des choses mal. Et dans cette interview, on peut passer 30 minutes à revoir comment j'aurais pu mieux dire ceci ou cela.
Mais je pense que ce qu'on fait avec Quant, ce que j'essaye de faire tous les jours, c'est quand même quelque chose au final de plutôt bien. Et chez les gens, j'essaie de regarder ce qu'ils font et si c'est plutôt bien. Et si ça a du sens et si je pense que ça va dans quelque chose qui est bien pour tout le monde, ben, je suis impressionné. Et je t'avoue qu'en ce moment, c'est ceux qui font des fondations mondiales qui arrivent à les monter et qui aident les gens à travers la planète, qui se battent pour du bio et compagnie, pour de l'énergie verte comme AQO avec Eric Scotto qui a lancé Evoque, de l'énergie produite localement, qui va permettre de créer de l'emploi local et qui donne de l'énergie verte locale. Ben, c'est des petites idées, mais je trouve que c'est des idées géniales qu'il faudrait promouvoir partout, quoi. Mais même, il y a un reportage dans le cerveau de Bill Gates, je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Il est assez phénoménal. Non, je sais, on m'en a beaucoup parlé. Je vais finir par le regarder sur Netflix. Oui. Je vais le downloader et regarder. La seule chose que je veux te dire, c'est Bill Gates, c'est un cas parmi... Sur 7 milliards d'humains, on est en train de parler des quelques-uns qui sont comme ça. Regarde tous ceux de tous les jours. Tu sais, l'autre jour, j'étais à un dîner corse et il me demandait quelle était la personne qui m'a le plus impressionné de ma vie. Et tu veux la vérité ? Mon arrière-grand-mère, elle ne parlait pas un mot de français, elle ne parlait que corse. Le jour de son enterrement, il y avait des milliers de personnes dans mon village. Je ne sais pas combien il y aura de personnes à mon enterrement. Je sais qu'au sien, c'était plein. Quant ou Eric Léandri dans 10 ans, c'est quoi ? Alors, peut-être Quant, on pourrait parler en part de marché ? Quant dans 2 à 3 ans, ce que j'aimerais, c'est 5 à 10% du marché avec quelqu'un qui le monétise de façon parfaite pour qu'on arrête de discuter de est-ce que c'est ou pas viable. C'est très viable et ça sera vraiment très bien. Et surtout, le droit à l'alternative pour chacun d'entre vous avec un vrai respect de la vie privée. Comment on te joint ? Moi ? Twitter, mail, Oui, LinkedIn. alors je suis depuis peu sur Twitter, ce qui faisait paniquer toutes mes équipes, mais ça va, je m'en sors à peu près. Tu le fais pas à la meuse quand même. Je suis toujours pas sur LinkedIn, même si on m'a inscrit sur LinkedIn, c'est pas moi qui gère le LinkedIn. Donc, c'est comme ça que je t'ai contacté. Oui, je sais, mais c'est pas moi qui ai répondu, donc en réalité tu m'as contacté, mais c'était pas moi qui l'ai géré. Mais je vais venir sur LinkedIn, je vais voir comment ça marche d'ici quelques jours. On va aussi avoir d'autres moyens de communication, puisque j'ai un mastodon en préparation. Dès que j'ai 2 minutes, il faut quand même que je finisse de m'installer tout ça. Le truc global, c'est en message privé sur Twitter, ça marche bien en ce moment, et puis du Mastodon ou autre, c'est pas très compliqué de me joindre. Mastodon, qu'est-ce que tu veux dire Mastodon ? Mastodon, c'est une instance pour avoir un Twitter, mais un peu privé, quoi, on va dire. C'est de l'open source qui te permet d'avoir quelque chose qui ressemble à Twitter un peu ailleurs. Le seul truc, c'est ce qui est le plus important pour me joindre, c'est juste me parler de choses où je peux aider et où me parler voilà. Et puis tous ceux qui me connaissent, il y en a beaucoup, peuvent me joindre facilement. Certains disent me connaître, mais n'ont pas mes numéros de téléphone. D'autres disent me connaître et me connaissent très bien. Donc n'hésitez pas avec ceux qui me connaissent très bien, ils ont mon numéro de téléphone. Le podcast s'appelle La Combinaison. Quelle est la combinaison pour devenir Eric Léandri ? Est-ce que c'est du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, dans ton cas de la résilience, de la persévérance ou le tout ? C'est ma dernière question. Ça commence par un Q. Alors, très très important, le Q. Ouais, donc la chance. Ouais, c'est exactement ça. Donc, juste pour revenir à des choses un peu sérieuses, de toute façon, qui que vous soyez, si vous n'êtes pas résilient en entrepreneur, vous pouvez déjà tout abandonner, ça ira plus vite. Et puis 2, devenir Eric Léandri, je vous le souhaite pas. Donc ce que je vous propose plutôt, c'est battez-vous pour vos valeurs, battez-vous pour le sens, battez-vous pour ce que vous aimez, mais battez-vous, quoi. Arrêtons de jouer, parce que si on croit que se battre pour des idées, c'est simplement se battre quand c'est l'heure du boulot. Quand vous sortez du boulot, c'est soit vos idées et vos valeurs, soit c'est plus compliqué. Voilà, c'est la seule chose auquel je crois. Si vous avez des valeurs, mettez-les en avant, et voilà, après mettez-les mieux en avant. Eric, vraiment, c'était super. J'ai appris j'ai appris plein de choses. C'est complètement différent de ce qu'on voit, ce que j'ai vu. J'ai vu plein d'interviews pour préparer cette conversation. Je me suis régalé. J'ai pas d'autres mots. Je me suis régalé. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités.
c'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.